Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Sciences Po, à ceux qui sont dans cet amphi et à ceux qui sont en live stream. Pour le sujet de l'examen, on va distribuer les copies. Vous pouvez préparer vos moments de stress. Non, rassurez-vous, ce sera beaucoup plus agréable. Je suis Nicolas Péjou, je suis le directeur de l'Executive Education à Sciences Po. Donc bienvenue à Sciences Po pour celles et ceux pour lesquels c'est la première fois. Welcome back à ceux qui connaissent les lieux et éventuellement à ceux qui ont étudié ici et qui ont usé leur fond de culotte dans cet amphi. On aime bien les débats un peu chauds à Sciences Po. Donc on s'est dit que l'ambiance devait l'être aussi. Donc on a mis le chauffage et on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Donc tout ça est fait de manière extrêmement consciente pour que les idées soient les plus provocatrices possibles, mais c'est surtout avec les intervenants qu'on a la meilleure garantie du débat. Je voulais d'ailleurs les remercier, je voulais les nommer. D'abord Michel Barabel, qui est le grand Manitou de cette soirée, qui est notamment, mais ça serait long de faire ta bio, il est notamment directeur scientifique de l'Executive Master Spécialité Ressources Humaines à Sciences Po. Jérémy Lamry, qui est fondateur et PDG de Monkey Tie et qui par ailleurs est le fondateur du Lab RH. Gilles Poirieux, qui est, alors je commence à lire, mais ça va être long, citoyen du monde. Alors ça, on l'est un peu tous, mais vous avez certainement googlisé son profil. Il a un parcours assez complet. Aujourd'hui, il est président de l'association des dirigeants EVH, vers une entreprise vivante par et pour des femmes et des hommes vivants. Et par ailleurs, il occupait des fonctions de direction générale dans plusieurs groupes, notamment chez Sodexo. Et enfin, last but not least, Marie Vézy, qui est une dirigeante du groupe Schneider Electric, qui est engagée à Sciences Po depuis longtemps, et notamment sur l'Executive Master spécialisé ressources humaines. Donc merci à tous les quatre d'être là et d'assurer ce débat sur un sujet qui vous concerne toutes et tous, quel que soit votre métier, votre secteur, vos projets, vos envies, votre âge, votre sexe, bref, les soft skills. Je ne vais surtout pas vous donner de définition puisque ça serait un peu gâcher le plaisir que sera celui de nos intervenants. Mais vous dire quand même qu'on est très attaché à ces soft skills à Sciences Po depuis les premières heures de Sciences Po, puisque l'on forme les meilleurs généralistes spécialistes et les meilleurs spécialistes généralistes. Donc finalement, le point commun entre les généralistes et les spécialistes, c'est qu'ils savent s'adapter à tout, y compris à un climat non tempéré et parfois très chaud. Et en fait, on aime bien être au point d'équilibre entre les hard skills, donc des compétences métiers que chacune et chacun d'entre vous avez développées, des soft skills dont vous allez parler, et une troisième catégorie qui est peut-être un peu moins connue, mais je sais que c'est cher au cœur de Michel, que sont les mad skills. Donc je fais un peu de teaser, mais Michel pourra élaborer un petit peu là-dessus. Donc ce cocktail de hard skills, soft skills et mad skills, c'est ce qui nous intéresse profondément à Sciences Po Executive Education, pour être sûr que celles et ceux qui viennent se former chez nous puissent être encore plus pertinents dans leur job actuel et surtout dans les jobs qui vont vous occuper dans les années, mais même les décennies à venir, puisque selon votre âge, vous serez amené à travailler longtemps, très très longtemps. Et j'ai une émotion un peu particulière à être avec vous ce soir, parce que c'est ma dernière conférence. Ça fait un peu lugubre de dire ça comme ça. C'est la dernière conférence que j'inaugure en tant que directeur de Sciences Po Executive Education. Et je suis vraiment ravi d'être dans cet amphi avec vous et sur ce thème-là. Et je voulais saluer en fond de classe, si j'ose dire, Nicole Bryant, qui me succède. Et donc je la salue devant tout le monde, sauf ceux pour qui sont en live stream, qui ne la voient pas. Donc ils passeront de Nicolas à Nicole. Donc une montée de version qui est bénéfique. Voilà, donc j'ai plaisir à être avec vous pour la première fois et la dernière fois. Donc voilà. Mais peut-être qu'on se recroisera dans d'autres circonstances. Bref, voilà, je vous souhaite une excellente conférence, un débat chaud, animé, je sais qu'il le sera, et j'espère que vous repartirez de cette conférence en ayant envie de revenir à Sciences Po, en vous arrêtant au Basile éventuellement pour prolonger la discussion autour d'un verre ou d'un café. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains et je cède tout de suite la parole à Jérémy ou Michel, plutôt Michel. Merci. Tu es à la pêche, hein, c'est impressionnant. Hein. Bonjour à tous, donc ravi d'être avec vous effectivement ce soir. Très rapidement, le format de cette conférence. Jérémy va, dans un temps relativement libre, vous présenter pendant 20 minutes sa vision des compétences au XXIe siècle. Jérémy est effectivement le cofondateur du Lab RH, qui est un écosystème qui fédère près de 400 startups, des institutionnels et
des gens qui s'intéressent à l'innovation dans le domaine RH. Mais vous ne le savez peut-être pas, c'est aussi un doctorant qui fait une thèse depuis 3 ans sur les compétences au XXIe siècle. Et il sortira au mois d'octobre un ouvrage chez Duno sur le même thème. Donc c'est intéressant qu'il partage avec nous un peu ce point de vue. À la fin de cette intervention de 20 minutes, un peu malheureusement top-down, on aura 10-15 minutes d'échange avec la salle où vous pourrez réagir, l'interpeller, poser des questions, témoigner. Jérémy sera obligé de nous quitter après et on basculera dans un cycle un peu plus traditionnel de conférences avec Marie et Gilles. Marie incarnant la DRH moderne et dynamique qui réinvente la fonction RH et qui intègre la logique soft skills dans ses différents processus. Et Gilles portera plutôt la parole du manager, du dirigeant, à la fois sur la propre réinvention des managers à l'ère digitale et aujourd'hui, et puis la façon dont on peut faire grandir les équipes sur la dimension soft skills. Donc sans plus attendre, Jérémy, je te passe le micro pour que tu nous développes pendant 20 minutes cette thématique. À toi. Merci beaucoup, Michel. Je vais descendre, voilà, je serai mieux. Donc je suis ravi de vous accueillir ce soir à Sciences Po. C'est une conférence un peu particulière puisque vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai beaucoup de liens professionnels avec Michel et on a développé une vraie amitié. Et il se trouve qu'avec Gilles, que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans, on fait également partie d'une communauté ensemble dans laquelle on échange et on s'enrichit beaucoup. Marie, que je ne connais pas encore, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger quelques minutes seulement, il se trouve que c'est une personne, vous allez le découvrir, qui a beaucoup d'énergie, qui a fait beaucoup de choses, qui est une personne très terrain et donc qui va venir compléter beaucoup de choses perchées que je vais pouvoir dire. Ce qui est pas plus mal. Avant de commencer, donc le sujet des soft skills, je voudrais un peu démystifier. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu autant d'intérêt pour cette conférence, puisqu'il y a eu plus de, je crois, près de 350 inscrits, c'est même plus, je crois. C'est qu'en fait, les soft skills, on voit que c'est tout ce qui n'est pas les compétences techniques. On a les compétences techniques et puis on a tout le reste. Et donc tout le reste, on le classe dans les soft skills. Et finalement, on n'a pas vraiment de définition de ce que c'est, on ne sait pas vraiment quoi y mettre, on sait juste qu'il faut les développer. Et il y a 3 ans, quand je me suis intéressé à ce sujet-là, donc moi, il y a 6 ans, j'ai créé Monkey-Tai, un éditeur de logiciels qui s'intéresse justement à ce sujet des soft skills en plus des compétences classiques. Et donc notamment sur la personnalité, les moteurs de motivation. Et je me suis notamment rendu compte que en fait, la personnalité, c'était pas tout ce qu'il y avait dans les soft skills. Et que c'était un peu la surface du sujet et qu'il y avait énormément d'autres choses. Et qu'il y avait notamment des choses dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard, qu'on va appeler les compétences cognitives ou les compétences citoyennes. Et que finalement, toutes ces compétences-là, ensemble, viennent former les familles de compétences. Et que le sujet derrière, Gilles en parlera beaucoup mieux que moi, mais le sujet derrière ces soft skills, c'est des compétences qu'on est capable de solliciter de manière non programmée. En d'autres termes, c'est des compétences qui nous permettent de nous adapter à un moment donné, que ce soit une situation ou que ce soit une interaction. Et en fait, pour bien vous faire comprendre ce dont il s'agit, je vais vous demander tous de vous lever, s'il vous plaît. On va faire un petit jeu. Vous allez voir, c'est très très rigolo. On va faire ce jeu pour 3 raisons. La première raison, c'est que ce jeu est vraiment très rigolo. La deuxième raison, c'est que chaque fois qu'on commence un exercice avec des personnes et qu'on a envie de capter l'attention des individus et donc de capter leur écoute, on fait ce qu'on appelle une inclusion, de sorte que les gens se sentent bien et qu'ils aient envie de participer et qu'ils aient envie vraiment d'être acteurs du moment. Et donc, en fait, très concrètement, c'est un sujet sur lequel je vais revenir un tout petit peu après, mais ça signifie opérer ce qu'on appelle une bascule préfrontale. Faire en sorte que ce soit la partie avant du cerveau qui nous permet d'être en mode adaptatif qui fonctionne. Et ce jeu, le jeu qu'on va faire tout de suite, permet d'opérer une bascule préfrontale. Et la troisième raison, au-delà du fait que ce soit rigolo, c'est que je vais beaucoup rigoler. Donc, on va faire un jeu extrêmement simple, avec des règles extrêmement simples. Vous avez tous déjà joué, j'imagine, à Jacadie. Donc, on va jouer à Jacadie. Levez le bras. Bon, j'ai pas dit Jacadie. Bon, c'est pour la petite blague. Donc, vous allez voir, les règles sont très simples. Les consignes, il y a seulement 6 consignes au total. Il y a 6 modalités possibles. Lever le bras, baisser le bras, tourner à gauche, tourner à droite,
taper des mains, chuter. Voilà, c'est les 6 modalités du jeu. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais vous dire, levez le bras. Enfin, Jacques a dit, levez le bras. Jacques a dit, levez le bras. Ok, Jacques a dit, baissez le bras. Bon, vous avez compris, c'est pas très compliqué. On va faire les 6 pour la forme. Jacques a dit, tournez à gauche. On revient. Jacques a dit, tournez à droite. Jacques a dit, tapez des mains. Jacques a dit, chut. Voilà. Maintenant, on va ajouter une petite consigne. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à opérer la bascule préfrontale. Quand je vais dire, Jacques a dit lever la main, vous allez lever la main et dire lever la main. Vous allez dire ce que je dis et faire ce que je dis. C'est parti. Levez la main, levez la main. Baissez la main, baissez la main. Tournez à gauche, tournez à gauche. Tournez à droite, tournez à droite. Tapez des mains. Chut. Voilà. Vous aurez compris que les deux marchent par paire. Levez la main, baissez la main. Tournez à gauche, tournez à droite. Et taper des mains, chut, ce sont 3 paires. 3 paires qu'on va commencer à opposer. Quand maintenant je vais vous dire levez la main, vous allez faire ce que je dis, levez la main, mais vous allez dire le contraire. Et là on entre dans la bascule préfrontale. Vous allez lever la main mais dire baisser la main. Vous allez tourner à gauche mais dire tourner à droite. Vous allez taper des mains mais dire chut, et inversement. Ok, on essaye. Levez la main, baissez la main. Tournez à gauche, tournez à droite. Tapez des mains. Voilà, vous êtes parfait. Vous êtes parfait et maintenant on va opérer la deuxième bascule. Et donc c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez dire ce que je dis mais faire le contraire. Ok, c'est parti. Baissez la main. Baissez la main. Tournez à gauche. Tapez des mains. Vous êtes sûr? On recommence. Tapez des mains. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Le but, c'était pas plutôt dire ce que je dis, faire le contraire? Taper des mains. Elle est rigolote, celle-là. Donc, vous dites taper des mains, mais vous faites chute. Bon. Voilà. Donc, et on va terminer pour redescendre. Vous allez faire le contraire de ce que je dis et dire le contraire. Donc si je vous dis levez la main, baissez la main. Tournez à gauche, tournez à droite. Chut. Voilà, merci beaucoup. Avec ce petit jeu, c'est bête, mais ça vous a réveillé un petit peu, ça a capté votre attention, mais surtout j'introduis le propos. J'introduis le propos de ce que j'appelle la bascule préfrontale. Quand on arrive au sujet des soft skills, et sur le sujet des soft skills, des compétences comportementales, de la manière dont on les développe, je pense que derrière moi, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés sur le sujet. Donc moi, je vais plutôt essayer de vous faire comprendre comment le cerveau fonctionne pour arriver à ça. Comment le cerveau sollicite les soft skills. Et avant de comprendre comment le cerveau sollicite les soft skills, du coup, je vais essayer de vous faire comprendre comment le cerveau sollicite les hard skills. J'aime pas du tout cette différenciation hard skills, soft skills, donc ça sera à peu près la dernière fois que je l'utiliserai. C'est effectivement plus facile à comprendre, mais ça brouille beaucoup les pistes. Très concrètement, il faut comprendre que les compétences, en fait, elles sont sollicitées à divers endroits du cerveau pour divers sujets. Et suivant là où elles sont situées dans le cerveau, on ne les acquiert pas de la même manière et on ne les sollicite pas de la même manière. Très très simplement, je ne vais pas vous apprendre le marketing de la même manière que je vais vous apprendre l'ouverture d'esprit. Ça paraît assez intuitif, mais il faut comprendre que la raison pour cela, c'est parce que dans le cerveau, ce n'est pas situé au même endroit. Ce n'est pas les mêmes familles de neurones, ce n'est pas la même qualité d'apprentissage, ce n'est pas la même manière de le solliciter. Et donc, on va faire ça très très simplement. À l'arrière du cerveau, donc votre cerveau, il est constitué, c'est une espèce d'oignon avec 3 grosses couches. Vous avez le cerveau reptilien qui est tout ce qui gère notre capacité à respirer, à faire battre le cœur, à réguler la transpiration, donc des choses qu'on ne contrôle pas du tout, qui sont automatiques. Le cerveau limbique, qui est la capacité à générer les émotions, non pas les gérer, mais les générer. C'est ce qui fait qu'on ressent des choses, les émotions très primaires, très animales. Et derrière, le néocortex, qui est la partie de l'intelligence. Néocortex, qui est une couche de 3 mm, tout autour du cerveau, sur la surface du cerveau, pleine de replis, et qui est la partie du cerveau qui s'est développée très particulièrement chez les humains. Un petit peu développée chez les primates, mais surtout chez les humains. Et cette partie du néocortex, en fait, elle est constituée de plusieurs sous-parties.
Donc la partie qui nous intéresse maintenant, c'est ce qu'on appelle le cortex pariétal, situé à l'arrière du cerveau. Pourquoi est-ce que cette partie elle est intéressante? Parce que c'est la partie qui gère la mémoire à long terme et les concepts. Et donc la mémoire à long terme et les concepts, c'est typiquement quand je vous demande de penser à un ballon, vous visualisez, vous imaginez un ballon parce que vous avez en base de données la connaissance de ce qu'est un ballon. Si je vous demande de visualiser un Splouglouk, personne ne sait ce que c'est, même pas moi, je viens de l'inventer, je ne sais pas ce que c'est qu'un Splouglouk, mais vous ne pouvez pas le visualiser ni l'imaginer parce qu'il n'y a pas de concept pour ça. Vous n'avez pas de concept. Le cerveau fonctionne par association et sollicitation de concepts en permanence. C'est-à-dire que le cerveau, par facilité, va toujours se rapprocher de quelque chose qu'il connaît. C'est comme ça qu'il fonctionne, hein. Et c'est de la manière dont on fonctionne au quotidien. Donc gardez bien ça en tête, le cerveau va toujours essayer de rapprocher ce qu'il analyse de ce qu'il connaît. Le sujet de ce cortex préfrontal, de ce cortex pariétal, c'est ce qu'on a développé dans l'éducation et dans le travail tout au long du XXe siècle. On avait besoin d'une force de travail obéissante et on avait besoin d'une force de travail capable même parfois de stocker de l'information, capable de savoir et de savoir-faire. Et sur des tâches assez routinières pour beaucoup. Ces tâches routinières, donc, on a vécu avec l'industrialisation la mort de beaucoup de tâches routinières, notamment sur les cols bleus, sur les populations ouvrières manuelles. Et aujourd'hui, avec l'automatisation, on voit qu'en fait, on est capable de remplacer des tâches routinières qui sont plus intellectuelles. Et c'est pour ça que toute la transformation digitale qui est en train d'arriver touche beaucoup plus les populations techniciens et cadres que les populations ouvrières. Parce que le mal a déjà été fait par la révolution industrielle pour le reste. C'est des sujets qui commencent à être bien compris. Donc là-dessus, je vais pas y revenir. Je reviens sur le sujet du cerveau. On a donc notre cortex pariétal qui gère les habitudes, en gros, qui va gérer les habitudes, la mémoire, les concepts, tout ce qu'on connaît. Maintenant, imaginez-vous dans un supermarché. Vous êtes dans un supermarché, c'est-à-dire pas forcément l'endroit où vous réfléchissez le plus, on est un petit peu en mode automatique, et on arrive à la caisse, et là, il y a 2 caisses. Une caisse où il y a 2 personnes et une caisse où il y a 5 personnes. Et bien dans ce moment-là, naturellement, le cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais aller là où il y a 2 personnes. Parce que c'est ce qui semble le plus intuitif. Et on va à la caisse où il y a 2 personnes, et on se rend compte, en fait, que les 2 personnes, c'est 2 mamies avec de énormes caddies qui ont prévu de payer en petites piécettes. Et qu'à côté, c'est 5 personnes avec un sandwich qui payent en sans contact. Et qu'en 30 secondes, tout le monde est parti et que nous, on va y passer la soirée. Ce type d'erreur de jugement, c'est ce qu'on appelle une inhibition cognitive. L'inhibition cognitive, c'est quand notre cerveau nous trompe, en fait. Parce qu'il voit une situation et il la rapproche de quelque chose qu'il connaît. 2 personnes, c'est mieux que 5 personnes, donc je vais que là où il y a 2. Et donc, il ne sollicite pas le cortex préfrontal, il sollicite le cortex pariétal, les concepts et la mémoire. Ça, je sais faire. Et donc, il s'est trompé, et donc c'est une inhibition cognitive. À partir de ce moment-là, il va apprendre, il va intégrer un paramètre en plus, et probablement que la prochaine fois qu'il ira au supermarché, il se rappellera qu'il faut analyser un petit peu plus de choses avant d'aller à la caisse. Donc, en attendant, on a fait l'erreur la première fois. Dans l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui, dans la mesure où il y a de plus en plus de tâches routinières qui sont prises par les machines, et que notre quotidien, c'est de plus en plus des tâches non routinières, résoudre de problèmes, être capable de trouver des solutions, on est de plus en plus, en fait, face à des situations pour lesquelles il n'y a pas de concept tout prêt, pour lesquelles il faut réfléchir. Mais le cerveau, par défaut, va vouloir trouver des concepts qui sont tout prêts. Donc, va nous faire beaucoup d'inhibition cognitive, autrement dit, beaucoup de conneries. Et le sujet du cortex préfrontal, c'est celui-ci. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau, devant. C'est une petite zone qui va faire 5 cm de haut sur une dizaine de centimètres de long, qui va faire un petit demi-millimètre d'épaisseur. C'est la 4e couche du néocortex, une couche très très spécifique qui est située ici, et donc qui va être composée d'un type de neurones très très spéciaux. On ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais ces neurones, en fait, ils ont la particularité de pouvoir se connecter à beaucoup plus d'autres neurones que les autres neurones du cerveau. Ils peuvent se connecter jusqu'à 40 neurones d'un coup, alors qu'un neurone normal se connecte à 1 ou 2 neurones. Et surtout, ils sont capables de faire circuler l'information 100 fois plus vite que les autres neurones. Les axones, la fibre qui sort, en fait, est capable de faire circuler l'information jusqu'à 100 mètres par seconde, au lieu d'1 mètre par seconde. Et c'est ce qui fait que quand on développe cette partie-là, on fait plus de connexions avec tout et on va beaucoup plus vite. Ce qu'on appelle justement donc la vitesse cognitive, la vitesse neuronale, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et des personnes qui, quand on dit que quelqu'un percute vite, c'est quelqu'un qui est capable d'activer son cortex préfrontal. Ce sujet du cortex préfrontal, il est donc clé. Il est vraiment clé dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que ce qui nous permet de nous adapter en temps réel, analyser toutes les situations, analyser les paramètres qui nous permettent de prendre une décision, c'est le cortex préfrontal.
Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit des choses, on entend des choses, on sent des choses, on lit des choses, peu importe. C'est tout un tas d'informations qui vont arriver, qui vont être traitées en passant par ce cortex préfrontal, qui vont être rapprochées à des choses qu'on connaît ou pas, par le cortex pariétal à de la mémoire et des concepts, dans les lobes temporaux à des émotions et des sensations. Et après, on va en faire une espèce de petite soupe, un jugement qui va nous permettre d'arriver à une décision ou une action. Et en fait, le développement de ce cortex préfrontal, comment il se caractérise dans les faits? Il se caractérise donc avec 4 grandes compétences. L'OCDE, aujourd'hui, elle appelle ces compétences les 4 C, le World Economic Forum aussi. Donc les grandes institutions dans le monde sont en train d'urger les dirigeants à développer ces 4 C dans les populations. Que ce soit chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Parce que c'est ce qui permet, encore une fois, de gérer ce qui n'est pas routinier. Donc ces 4 compétences, on appelle ça les 4 C, pour créativité, esprit critique, communication et coopération. Le développement de ces 4 compétences-là a pour effet donc, la stimulation profonde du cortex préfrontal et a pour conséquence le développement d'une forme d'agilité de cerveau. Donc ce que je disais tout à l'heure, le fait de faire... Merci Michel. De faire moins d'inhibition cognitive, donc moins de bêtises. Ces 4 compétences, donc communication, esprit critique, créativité, coopération, elles sont vraiment au cœur des enjeux qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tâche non routinière, c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions qui ne sont pas habituelles. Trouver des solutions pas habituelles, ça veut dire en fait se montrer créatif. Ça veut dire se montrer créatif. La créativité, c'est 2 grandes choses. On parle des soft skills. Avant d'entrer dans ce détail des 4 C, je voudrais revenir sur des familles de compétences. C'est très difficile aujourd'hui de formaliser des familles de compétences. Ces 4 compétences-là sont des compétences qu'on appelle cognitives. Parce que justement, elles sont localisées dans le cerveau préfrontal lorsqu'on les sollicite. Et donc, pour les acquérir, il faut développer le cortex préfrontal. Les compétences plus techniques, elles sont dans le pariétal. Et donc, c'est des compétences qui sont liées à l'acquisition de savoir et de savoir-faire. Et donc, c'est des concepts, des savoirs qu'on peut aller stocker. Vous verrez que dans 30-40 ans, je ne serais pas surpris que ça se passe comme dans Matrix, on vous télécharge une clé et vous avez ça dans la tête. Je pense que c'est des choses qui sont totalement possibles dans la mesure où c'est simplement de l'information et pas du traitement. Et ensuite, on va avoir les compétences comportementales qui relèvent là de choses qu'on connaît, qui vont être liées à la personnalité notamment. Et après, les compétences qui vont être dites citoyennes. Les compétences citoyennes, elles sont assez rigolotes parce qu'elles sont très particulières. Les compétences citoyennes, en fait, elles font appel à des construits sociaux. C'est-à-dire qu'autant la personnalité, on va avoir chacun notre propre personnalité, mais les traits de la personnalité, on les retrouve chez tout le monde. Les compétences citoyennes, en fait, c'est des compétences qui vont se développer en fonction de notre rapport au monde. Je suis chinois en Chine, je suis chinois en France ou français en Chine, je ne développe pas les mêmes compétences citoyennes. Dans les compétences citoyennes, on va retrouver le leadership, on va retrouver l'éthique, c'est ce qu'on appelle les compétences identitaires, en fait. C'est comment est-ce que je me situe par rapport au reste du monde et quelles valeurs je porte à travers ça. Et donc, c'est des compétences en fait, qu'on développe à travers tout un tas de signaux qu'on est capable de capter et qui font appel d'un côté à notre capacité à l'analyser, nos compétences cognitives, d'un autre côté aux connaissances qu'on a pour prendre du recul dessus, les compétences techniques, et ensuite nos compétences comportementales qui vont permettre de faire un filtre là-dessus de à quel point j'y suis sensible. Donc les compétences citoyennes, c'est un construit extrêmement complexe. Donc on a ces 4 grandes familles de compétences. Et pour finir, je veux juste axer donc, sur les 4 C, qui sont le cœur du développement de toutes les autres. Donc les compétences, les compétences cognitives, donc créativité, esprit critique, communication, coopération. La créativité pouvant revêtir 2 aspects, donc pensée divergente, pensée convergente. La pensée convergente, c'est celle qu'on a tous. C'est en fait en allant chercher de l'information dans notre cortex pariétal, des choses qu'on connaît, on les associe pour créer quelque chose qui n'existe pas. C'est ce qu'on fait tous les jours pour être créatif. Et typiquement, c'est l'exemple de la créativité chez les enfants. Vous prenez un éléphant, vous prenez un avion, vous créez un avion avec des oreilles d'éléphant. On est d'accord que ça n'existe pas. Je l'ai créé à partir de 2 choses qui existent. C'est de la créativité. Mais de la créativité convergente, à partir de concepts qui existent. Et la pensée divergente, c'est totalement différent. C'est la pensée disruptive. C'est-à-dire que j'oublie tout ce que je sais sur le monde et sur la situation. Je m'intéresse aux résultats. Et à partir de ce moment-là, en oubliant tout ce que je peux savoir sur le sujet, je repense le résultat. J'ai une carriole avec des chevaux, j'ai besoin d'aller plus vite, je me fiche que j'ai une carriole, je me fiche que j'ai des chevaux, ce que je veux c'est aller plus vite. Et j'arrive avec une voiture. C'est une caricature, mais c'est un bon exemple, une bonne illustration. Donc ça, on a la créativité, on a l'esprit critique qui est la capacité à faire des liens.
la capacité à faire des liens à haute vitesse. Et une chose qu'on retrouve dans les 4 C, c'est la vitesse neuronale, le fait que ça aille vite. La capacité à faire des liens en temps réel. Et donc là, encore une fois, on va aller solliciter des concepts qu'on a. Et là, vous commencez peut-être à comprendre que ce cortex préfrontal, il joue un rôle de chef d'orchestre avec les autres parties du cerveau. Il va chercher les informations et il les rend intelligentes, quelque part. C'est comme si on avait du machine learning dans la tête. Et donc, derrière, après, coopération, communication, qui sont des compétences d'interaction, puisque tout le sujet du cognitif, c'est savoir apprendre, réfléchir et interagir. Ces 3 termes qui sont très importants. C'est ce qu'on veut développer chez les gens, la capacité d'apprendre, de réfléchir et d'interagir. Coopération, capacité à trouver sa place dans un groupe et créer de la valeur pour atteindre un objectif donné. Et communication, la capacité à agir en tant qu'émetteur. Je vous transmets des informations sans les déformer par rapport à ce que je pense et en les adaptant par rapport à la manière dont je sais que vous allez la recevoir. On en est très loin de manière générale, c'est-à-dire ça demande une quantité quand même de qualité qui sont pas du tout développées à l'école et très très peu dans le monde du travail. Et en tant que récepteur, c'est-à-dire peu importe qui me donne l'information, c'est j'analyse toute la situation pour essayer de comprendre tous les biais possibles dans la communication de la personne pour la recevoir non pas telle qu'il me l'a dite, mais telle qu'il l'a pensée. Ça, c'est la communication. Et donc, ces 4 compétences-là sont des compétences qui sont critiques à développer chez l'enfant, qu'on peut développer chez l'adulte. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on en est très très loin. La bonne nouvelle, c'est que 92% de la population, sur le papier, a le potentiel pour développer une intelligence cognitive à un niveau extrêmement élevé. Dans les faits, 15% de la population l'a développé au niveau d'un cadre moyen. C'est un sujet d'éducation et c'est un sujet de manière de travailler. Mais là-dessus, je pense qu'on a des experts bien plus qualifiés que moi pour en parler. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, on a peut-être un peu de temps pour les questions, Michel ? Exactement, c'est prévu. Merci, Jérémy. Tu nous as emmené très loin, finalement. Hein. Alors, justement, qui veut réagir, s'énerver, partager, poser une question Jérémy, c'est toujours la première qui coûte. Bonjour, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si elle est bien placée à ce stade donc, de votre intervention. Alors, en fait, je travaille dans le milieu bancaire et donc vous aviez introduit en parlant donc vous avez un peu éludé le sujet, mais bon, l'intelligence artificielle dans certaines fonctions avec des tâches qui ont disparu. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire, on vous dit que les métiers, l'expertise et l'avenir donc de certains métiers de la banque. Donc, en fait, on tend les salariés vers des métiers donc, de plus en plus experts. Et là, aujourd'hui, je découvre par l'intitulé donc, de cette conférence que non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces futurs... Oui. Mais bon. Alors, non, mais je pense que votre question, elle est intéressante parce qu'il me semble aussi qu'il y a un peu une confusion dans le marché sur le sujet. On a l'impression qu'à vouloir développer les soft skills, c'est parce qu'il n'y a plus besoin des compétences techniques. Moi, je suis désolé, dans mon entreprise, quand je recrute, j'ai besoin de gens qui savent faire le boulot. Et donc, on aura toujours besoin des compétences techniques. La différence, c'est le cycle, en fait. C'est qu'on va demander aux gens d'être capables de les acquérir très très vite, ces compétences, et plus nécessairement les mêmes. On va toujours avoir besoin des compétences techniques. On va simplement chercher des personnes qui ne les ont pas déjà forcément, mais qui sont capables de les acquérir vite et qui sont capables de passer très vite sur d'autres compétences. Donc c'est vraiment cette notion de fréquence d'obsolescence. Si je puis compléter là-dessus, pour effectivement prendre les chiffres de l'OCDE, en 1970, la durée de vie d'une compétence technique était de 30 années. Ça voulait quasiment dire qu'on pouvait faire quasiment toute sa vie active sur la même compétence. On sort de Sciences Po, elle va durer 30 ans. Donc on a le rapport au renouvellement. Aujourd'hui, dans les métiers classiques, on est sur une durée de vie de 3 ans. Et dans les métiers, par exemple, plus agiles comme l'informatique, on est déjà sur une durée de vie de 1 an et demi. Et on nous prévoit une durée de vie, en gros, de 6 mois à 1 an sur les compétences. Donc la compétence n'est plus un stock qu'on cherche à capitaliser, parce que la valeur du stock se périme extrêmement rapidement, mais devient un flux qu'on est obligé de renouveler en permanence. Et ce que dit Jérémy, c'est qu'effectivement, donc c'est autant important d'être un hyper expert à un instant T. On ne rentre pas chez Google si on n'est pas un hyper pro du code, par exemple, ou l'intelligence artificielle, mais ça va avoir autant de valeur de se dire que cette personne-là peut, dans les 6 mois, se mettre à jour et acquérir
des compétences parce que celles-ci vont devenir obsolètes. Et d'où le fait qu'on parle aujourd'hui de manière exagérée de la revanche des soft skills, parce qu'à contrario, ce que dit Jérémy est important, c'est que ces soft skills-là, elles ont en fait une durée de vie illimitée. Vous savez communiquer, vous savez coopérer, finalement, ça va vous servir toute une vie. Donc quand un recruteur se positionne par rapport à ces deux familles de compétences, à un moment, il va se dire, bah oui, c'est un hyper expert, j'en ai besoin, mais finalement, si dans 6 mois, 1 an, il n'a pas su se renouveler, c'est pas intéressant, donc je vais d'abord savoir s'il sait en acquérir, plutôt que de savoir s'il en a. D'où le fait qu'on a des évolutions dans les modèles pédagogiques, comme l'école 42 de Xavier Niel, qui ne recrute plus à l'entrée sur une compétence, mais sur un modèle de tout le monde peut jouer, ça s'appelle le modèle de la piscine, où on va juste vérifier si la personne, même si elle connaît rien en informatique, a su en apprendre plus que les autres. D'où la prononce, mais on y reviendra. Qui a une autre question pour Jérémy ? Bonsoir. Merci Jérémy pour cette présentation. Une question qui peut paraître toute simple, sur laquelle j'ai bien séché dans ma vie RH. On traduit très facilement les hard skills par compétences techniques. Comment traduire en 2 mots les soft skills ? J'ai entendu deux traductions, compétences douces ou compétences molles. Donc, dans les 2 cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas tenter une traduction, mais plutôt d'aller essayer de segmenter un peu plus finement toutes ces soft skills. Et après, c'est vrai qu'on est dans une remise à jour. On parlait jusqu'aux années 2000 de savoir, savoir-être, savoir-faire. De manière assez claire, les savoir-faire, c'est les hard skills. Donc, par opposition, les savoir-être, c'est les soft skills. Sauf que Jérémy fait une thèse dessus, moi j'aurais jamais choisi ça comme sujet de thèse. Il y a après 400 définitions, et encore on est gentil, de savoir-être comportemental, relationnel, puisqu'on va chercher effectivement à les subdiviser, à les associer et ainsi de suite. Mais c'est vrai que en gros on définit les soft skills par opposition aux hard skills. En gros, des soft skills, c'est tout ce qui n'est pas hard skills. Mais on le dit en anglais parce que ça fait aussi plus branché, puis que tout d'un coup, ça remet au goût du jour un terme qui s'appelait simplement compétences techniques et qu'on utilisait en RH dans les années 90. Et aussi parce que quand c'est en anglais, on a moins à le définir. En plus. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous invite à ne pas essayer de tenter une traduction, parce que rien que si vous prenez le terme de compétence, je serais très curieux ici qu'on écrive tous le terme de compétence pour la définition du terme de compétence. Et globalement, on va arriver à un truc qui ressemble à... c'est un ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, le truc sur lequel on commence à s'accorder. Mais ce qui est important de considérer, et là je vais prendre le beau terme, mais c'est qu'une compétence, en fait, elle est contextuelle. On a tendance à croire qu'une compétence, elle est absolue, c'est-à-dire qu'on sait faire, qu'on sait pas faire, alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et là, je pense que c'est des choses qui vont faire plaisir à Gilles notamment. Dans la compétence, il y a 3 dimensions. Il y a le fait de savoir agir, autrement dit, on sait faire, mais il y a aussi le fait de vouloir agir. Est-ce que j'ai envie de solliciter mon savoir et mon savoir-faire, mon savoir-être ? Si je n'en ai pas envie, je ne suis pas compétent, en fait. C'est aussi bête que ça. Si je n'en ai pas envie, je ne suis pas compétent. Donc ça repense complètement ce qu'est la compétence. Et derrière, la notion de pouvoir agir. Est-ce que je suis dans des conditions qui me permettent d'exprimer mon savoir et mon vouloir ? Et si je ne le suis pas, je ne suis pas compétent non plus. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on le ramène au sujet du stress. Le seul point commun de toute situation génératrice de stress, c'est le sentiment d'incompétence. Autrement dit, c'est le fait qu'on soit dans une situation où on sent qu'on ne sait pas agir, ou qu'on ne veut pas agir, ou qu'on ne peut pas agir. L'humour est-il une compétence ? Je pense que si je dois répondre de manière un petit peu académique, je dirais que l'humour est un construit qui sollicite plusieurs compétences, notamment par exemple l'esprit critique, donc en termes de compétences cognitives, la créativité, mais également des compétences comportementales qui vont être liées par exemple à l'ouverture d'esprit et à l'extraversion. Je compléterai en disant que ce que tu nous dis aussi, c'est que le 21e siècle est quand même très tourné subjectivité, émotion, sentiment. Et donc, bon, l'humour, si on reprend le terme de Jérémy, un contexte
Il faudrait avoir le même sens de l'humour, faire la bonne blague au bon moment et que la personne ne l'interprète comme tu l'as formulé. Donc ça complexifie. Donc la capacité à détendre une communauté qui rira de la même manière à ta blague et qui considérera que c'était drôle, ça serait en soi une forme de compétence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, il y a la montée du fun, il y a la montée de l'émotion, et que si c'est pas drôle, bah, c'est pas bien. C'est d'ailleurs fascinant de voir comment on est passé de l'objectivité, de la science, de la raison, de la connaissance, à un monde plutôt du feeling, de l'émotionnel. Et donc, il vaut mieux en rire que, par exemple, faire un truc sérieux, mais à plus forte valeur ajoutée, mais on n'a pas rigolé. Donc, tu le dis, mais je sais que tu avais une arrière-pensée, Marc, parce que je connais un petit peu, parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les qualités et puis les compétences qu'on demande à un manager, la capacité à faire rire ses équipes arrive en rang 5. C'est fou, hein. Avant, c'était même pas dans le classement. Ça ne serait pas venu à l'idée. Jérémy, on est presque obligé de te libérer, sauf si tu veux en prendre une dernière et courir. Oui, bah, je courrai. Allez, une dernière. Bonsoir. Comment un logiciel de matching affinitaire pour le recrutement peut identifier des soft skills ? J'ai entendu parler de ce genre de choses. Comment est-ce qu'un logiciel peut prendre en compte les soft skills ? Dans un logiciel de ce type, qu'on appellerait par exemple affinitaire, il y a deux grands sujets. Il y a le premier sujet du profilage et il y a le sujet du matching. Donc le sujet du profilage, c'est comment est-ce qu'on est capable d'identifier les traits, les compétences qu'on recherche chez un individu de manière fiable. Et donc ça s'appelle la psychométrie. Donc très concrètement, on pourrait imaginer qu'un logiciel comme ça aurait développé un partenariat avec un laboratoire de recherche en psychométrie et qu'ils auraient développé ensemble une évaluation, un test qui permet d'évaluer des compétences comportementales d'un côté et des moteurs de motivation de l'autre, par exemple. Alors, on a des questions, parce qu'on est aussi suivi, près de 200 personnes en ligne. C'est Emma, c'est ça que je dois lire ? Alors, si on travaille de façon efficiente à développer davantage les connexions neuronales, connecter les points, les recruteurs devraient miser sur les profils combatifs et flexibles en apprentissage, surtout comment faire passer le message en entretien. Ouais, ça s'adresse aussi peut-être à Marie, qui est... bon, on comprend, mais on a encore finalement des recruteurs, peut-être tradis, peut-être... donc comment on met en avant ces soft skills-là tu travailles avec des grands groupes, des DRH, donc comment tu réagis à ça ? Enfin, effectivement, je pense que Marie sera bien mieux placée que moi pour répondre. Moi, je peux répondre sur une première partie qui est quand on recrute quelqu'un, on le recrute, je pense, et tu pourras compléter Marie, mais on le recrute pour trois choses. Hein. La première, c'est pour qu'il fasse le boulot. La deuxième, c'est pour qu'il résolve plus de problèmes qu'il en crée. Et la troisième, c'est pour qu'il ne soit pas un boulet pour l'avenir. Je le dis un peu crûment, mais en gros, un recrutement réussi, c'est ça. Et donc après, le sujet, c'est comment est-ce qu'on trouve ça. Moi, je me suis toujours demandé comment on trouvait ça dans un CV. Mais donc le sujet, c'est effectivement, avec les soft skills, on se dit la personne va être capable potentiellement plus s'adapter. Encore une fois, de quelles soft skills on parle ? Quelles sont celles dont on a besoin dans l'entreprise donnée, dans la situation donnée, dans le métier donné ? Jérémy, on va te libérer. Merci beaucoup. On t'applaudit même. Et pour info, Jérémy est habitué à tweeter, LinkedIn et à répondre à toutes les personnes qui le sollicitent. Donc si vous aviez des questions, n'hésitez pas à le solliciter sur les réseaux sociaux et merci encore. Je suis désolé de vous laisser, mais je vous invite, si vous avez d'autres questions, à les poser sur LinkedIn ou via Ségolène et je vous assure que je répondrai à chacune des questions. Je vous remercie. Merci. Alors justement, Marie, c'était la transition parfaite. On a mieux compris pourquoi les soft skills n'ont pas dominé les hard skills, mais pourquoi elles étaient devenues un élément clé pour l'employabilité des individus. Est-ce que chez Schneider Electric, vous avez été amené du coup à les intégrer ? Est-ce que c'est un critère de recrutement chez vous ? Comment vous les traitez par rapport aux hard skills ? Alors nous, on parle beaucoup en anglais, donc on n'a pas cherché à traduire, on parle des soft skills. Parce que moi, je suis dans un groupe, Schneider Electric, c'est un groupe d'ingénieurs avant tout. On est spécialiste mondial en gestion de l'énergie et on apporte des solutions de plus en plus connectées, intelligentes à nos clients.
Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a du coup un business model qui a considérablement évolué ces dernières années, qui fait qu'on est devenu un groupe très mondial, très international, avec des clients dans le monde entier qui ont des demandes de plus en plus globales aussi et qui veulent avoir la même réponse dans le monde entier et pas simplement différentes dans les pays. Et ça veut dire qu'on veut aussi des profils qui sont un peu différents puisqu'on a beaucoup cru par acquisition externe et on a notamment pris un virage vers le monde des softwares, du logiciel et des compétences digitales, ce qu'on n'avait pas historiquement dans l'entreprise. Donc quand vous êtes confronté à ces transformations de business, vous devez aussi réfléchir au type de profil que vous voulez dans l'entreprise. Alors, quand vous êtes une boîte d'ingénieurs, eux, ils se raccrochent au pariétal, je veux dire, donc à ce qu'on connaît, à la technique et à ce qui est solide. Et on s'est rendu compte que notre transformation, aujourd'hui, comme on est un groupe mondial très concurrencé, on était freiné dans notre transformation par notamment nos leaders qui continuent à fonctionner de la même façon qu'avant. Donc, première réponse, il a fallu réfléchir aux compétences de leadership et comment faire en sorte de préparer des leaders qui soient globaux, c'est-à-dire qui soient d'un esprit ouvert, qui comprennent la complexité du monde tel qu'il est aujourd'hui, qui soient aussi capables de travailler en multiculturel, qui soient capables de comprendre aussi les enjeux technologiques et les transformations du monde dans lequel ils sont, et qui soient aussi capables d'embarquer les collaborateurs dans cette transformation, et en même temps répondre plus finement aux demandes des clients. Avant, nous, on poussait des produits et des offres, donc c'était des catalogues, ceux qui sont dans les métiers des produits vont me comprendre. Maintenant, il faut, quand vous travaillez avec des clients au niveau mondial, ils veulent que vous compreniez d'abord leurs besoins, leurs enjeux stratégiques, ce dont ils ont besoin pour l'avenir, et donc vous devez développer une capacité à comprendre le besoin du client, plus qu'à lui pousser vos produits ou vos offres, ce qui est aussi une gymnastique complètement différente. Et là, ça fait appel à d'autres compétences, je dirais. Donc on a, par exemple, mis en place des programmes pour nos futurs dirigeants. On les fait travailler sur ce qu'on appelle le transformational leadership dans un monde digital. Donc en fait, on est en train d'essayer, ça m'a beaucoup intéressé ce que j'ai entendu. Leadership transformationnel, pour ceux qui oui, cherchent. le leadership transformationnel en fait. C'est-à-dire, c'est comment on peut les rendre plus capables d'appréhender le monde dans sa complexité, donc de traiter, comme il a très justement dit, une masse d'informations, l'esprit critique, voilà, qui arrive par tous les canaux, les rendre aussi plus ouverts sur l'extérieur, et non pas penser que la solution se décide dans l'entreprise sur des solutions uniquement techniques, mais être bien en phase avec les évolutions de son temps. Nous, on fait des objets connectés, par exemple, donc ça veut dire qu'on met de l'intelligence dans nos produits, on peut les suivre, nos produits à distance, avant ce n'était pas le cas. Donc il faut déjà penser la recherche différemment, la façon dont on design nos produits différemment. Il faut penser la relation client différemment aussi, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir intervenir à distance chez lui, mais il ne faut pas du coup court-circuiter nos clients intermédiaires qui sont des prescripteurs, etc. Donc en fait, cette réflexion, c'est comment leur permettre d'intégrer plus de complexité dans un monde qui bouge. Vous avez peut-être entendu le terme de VUCA en anglais, donc c'est un monde volatile, incertain, qui est complexe et ambigu. Et ils y sont confrontés en permanence. Donc nous, on parle aussi de learning agility, donc l'agilité à apprendre, l'apprentissage, la capacité à traiter rapidement des informations, la capacité, pour nous, c'est aussi à décider vite. Alors dans des grands groupes, décider vite, c'est presque une injonction paradoxale. Vous avez un certain nombre, je dirais, de processus décisionnels qui peuvent prendre beaucoup de temps. Or, si vous prenez trop de temps, vous vous faites dépasser. Et donc, une des obsessions, c'est aussi d'être capable d'être suffisamment en phase avec toutes ces informations qui tournent pour prendre des décisions pertinentes et rapides. Par exemple, un autre point, c'est aussi la capacité à... Parce que les entreprises les plus rapides et les plus agiles sont des entreprises qui axent beaucoup sur la communication. Ça, j'ai apprécié ce terme-là. C'est communication au sens large, c'est-à-dire la capacité... C'est pas simplement être convaincu que ce que vous faites, c'est le mieux, mais avoir l'intelligence de comprendre le besoin du client et de le lui transmettre dans son langage. C'est aussi maintenant tout ce qu'on appelle le storytelling. C'est la capacité à raconter des histoires et non pas avoir des discours trop techniques.
Donc ça veut dire que vous allez raconter des histoires qui vont parler à vos clients ou à vos collaborateurs, qui vont aussi les embarquer dans une aventure et qui vont aussi les faire rêver. Ça revient un peu avec le fun, mais c'est aussi comment vous rendez les choses vivantes et attractives et que Marie, les gens puissent s'y refléter. On comprend très bien ces évolutions et c'est cohérent avec ce que nous a dit Jérémy. Alors, première question, pour vraiment être sur le cœur de la conférence, est-ce que du coup, chez Schneider Electric, c'est la mort des hard skills? Première question. Non, je vais complètement rebondir sur ce qui a été dit. Nous aussi, on a des filières d'experts. Alors, plus on devient en plus pointu, plus il faut des experts. Mais il faut des experts qui ne soient pas enfermés dans leur monde, des experts connectés, moi je vais dire. Donc on travaille beaucoup, nous, sur la capacité à faire travailler les gens en réseau. C'est-à-dire il faut qu'ils soient connectés entre eux, parce qu'un expert pointu dans je ne sais quelle technologie, s'il n'est pas maillé avec ses collègues qui sont ailleurs dans le monde, dans la même entreprise, mais aussi, ils sont dans des communautés maintenant d'experts mondiaux à l'extérieur de l'entreprise. Et ils se connectent aussi avec les clients pour être sûr que leur expertise va vraiment servir et être intelligente, entre guillemets, et être appliquée. Du coup, pour résumer, ça veut dire qu'il y a à la fois une montée en gamme sur les hard skills Complètement. et une montée en gamme sur les soft skills et pas une substitution d'une famille de compétences vers l'autre. Exactement. C'est ça qui est peut-être le plus compliqué dans des cultures comme les nôtres, où on pense qu'une fois qu'on a appris, sur les bancs de l'école, entre autres, ou l'université, c'est acquis. En fait, c'est plus du tout ça aujourd'hui. C'est cette capacité qui a été exprimée d'apprendre en permanence pour rester toujours, je dirais, au cœur de l'actualité et de pouvoir se connecter et comprendre des expertises parallèles, en fait. Parce que quand on va dans le monde des solutions ou des services, etc., on n'est plus simplement dans une expertise pointue verticale, on fait appel à des expertises connexes. Donc il faut que les gens soient capables aussi de comprendre comment leur expertise peut se mailler, se connecter, j'emploie beaucoup ce terme-là, avec les autres, pour arriver à quelque chose d'intelligent à la fois. Du coup, comment dans un processus de recrutement, vous les identifiez, sélectionnez? Parce qu'on comprend très bien pour un dirigeant peut-être qui est dans l'entreprise et qu'on cherche à monter en compétences, mais à l'entrée chez Schneider, est-ce que ça modifie vos processus, vos critères de recrutement, vos méthodes de recrutement pour intégrer ces soft skills? Oui, d'ailleurs on est en pleine réflexion là-dessus. On est en train de réfléchir comment aborder les approches de recrutement pour intégrer, alors d'autres façons de recruter aussi, bon, on y reviendra probablement, mais intégrer ces notions de, par exemple, quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le fit culturel. Aujourd'hui, si vous faites rentrer dans vos entreprises des gens qui n'adhèrent pas à vos systèmes de valeurs, qui n'adhèrent pas au projet, il y a peu de chances qu'ils soient vraiment performants, qu'ils s'y plaisent et qu'ils y restent. Donc on essaie aussi de modéliser, pas de modéliser, mais enfin de mieux comprendre qu'est-ce qui nous différencie et pourquoi les gens viennent chez nous. Donc on n'est pas simplement sur on est une société technologique. On va être aussi, nous, on a un dessin par exemple, DE2SEIN, qui est d'apporter de l'énergie, l'électricité à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très partagé dans l'entreprise, n'importe où dans le monde. Et ça attire énormément. Voilà. Mais les gens qui ne croient pas en ça, qui ne croient pas que quelque part, ils peuvent faire quelque chose pour la planète, ils ne sont pas bien chez Schneider. Les gens qui ne sont pas internationaux dans leur tête, c'est-à-dire qui n'aiment pas travailler en multiculturel, ne se plaisent pas dans notre entreprise. Donc voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Alors, ce n'est pas exactement des soft skills, mais on a des caractéristiques qu'on essaie de définir pour des gens qui vont se plaire dans notre entreprise. L'autre point, c'est les nouvelles compétences soft. Nous, par exemple, on recherche cruellement des compétences hard et soft dans le monde digital. Dans le monde digital, par exemple, c'est la capacité à penser différemment ou à impacter une transformation. Ceux qui voient les signaux faibles vont être critiques. Chez nous, ce n'était jamais ceux dont on ne prêtait aucune attention à ces gens-là. Donc on essaie de les repérer. Alors aujourd'hui, il y a des outils fantastiques, comme avec LinkedIn. J'ai eu une conférence la semaine dernière. Ils sont capables de vous dire, dans telle région du monde, vous avez un paquet d'ingénieurs dans le monde software. Il vaut mieux aller chercher, ils nous ont dit, en Inde et aux USA, c'est là où ils en fournissent le plus. Donc vous embêtez pas à aller chercher, à mettre des centres de recherche sur le digital, le numérique, dans certains autres pays, parce que vous n'aurez pas le sourcing. Voilà. Donc on arrive aussi à faire des choses avec l'extérieur et les nouvelles approches plus digitales qui nous permettent de trouver les compétences qui nous correspondent. Gilles, donc ça intrigue entre la définition de EVH, entreprise vivante pour des femmes et des hommes vivants. Comment tu connectes ça au thème
des compétences comportementales, des soft skills. Et puis, question liminaire, est-ce que tu considères que le rôle d'un manager est de faire grandir les soft skills de ses collaborateurs? Est-ce que ça passe d'abord par sa propre réinvention? Donc, comment tu réagis à tout ça? Alors, ma première réaction, moi j'ai eu la chance, il y a 25 ans, d'ouvrir des pays dans lesquels il n'y avait pas de hard skills. Je travaillais chez Sodexo, et j'ouvrais des bases vie au Turkménistan, en Sibérie, etc. Et je devais recruter sur soft skills. Donc moi, c'est pas nouveau. Et quand on recrute des jeunes Russes, des jeunes Turkmènes, des jeunes Kazakhs, ou des jeunes, enfin, quel que soit leur âge, il faut bien prendre une décision. Et les décisions, c'était quelle sera leur capacité d'apprendre. Et pour moi, l'apprenance est aujourd'hui la qualité la plus importante, et l'auto-apprenance sera la qualité, l'auto-apprenance ou l'apprenance et la réflexivité de tout ce que l'on peut apprendre, c'est la solution pour tout le monde. Dans un monde qui bouge, et où on doit revisiter et réactualiser ses connaissances, voilà, cette capacité d'apprendre. Donc moi, je recrutais des gens qui avaient une capacité d'apprendre un métier, qui avaient envie, qui adhéraient à nos valeurs. Donc la première valeur Sodexo, c'est l'esprit de service. Donc voilà, on recrute des gens qui ont l'esprit de service. C'est une soft skills. Tu retrouves du coup le pouvoir vouloir savoir de Jérémy tout à l'heure. Oui, absolument. Et après, c'est plus facile de former dans les hard skills des gens qui ont les soft skills. Et puis nous, comme la grande distribution, comme des métiers moins compliqués que des entreprises d'ingénieurs, ils apprennent sur le terrain. Et puis il y a l'ascenseur social. Alors EVH, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans. C'est un groupe de dirigeants français, des patrons industriels, plutôt des profils polytechniques, qui ont dit il y a un truc qui ne va pas. Il y a un dirigeant d'un grand groupe qui part à la retraite et qui dit génial, je vais enfin mettre l'essentiel au cœur de ma vie. Et ces autres patrons, des patrons de groupes industriels français, se disent ça ne va pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre l'essentiel au cœur de l'important? Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre qui on est au sein de nos entreprises, enlever les masques? Et là-dessus, il y a un homme qui vient de faire un retournement d'entreprise qui s'appelle Bertrand Martin, qui retourne l'entreprise Sulzer, qui écrit un bouquin qui s'appelle « Oser la confiance ». Et ces patrons se réunissent et commencent à travailler entre eux sur des cas de transformation d'entreprise. Et puis aujourd'hui, bien sûr, là, notre association se développe rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de transformations d'entreprise. Et la transformation d'une entreprise passe par la transformation de son leader en profondeur, également vis-à-vis de l'extérieur, passe par la transformation aussi de l'entreprise, des valeurs profondes de l'entreprise, une actualisation de ça, et puis un certain nombre de croyances limitantes qu'il faut changer. Et tout ça interagit. Donc plus un patron va se comprendre et comprendre qui il est, quels sont ses soft skills, mieux il communiquera, mieux il sera crédible et son entreprise il ira mieux. Et donc nous, on accueille des dirigeants qui nous disent, voilà, j'arrive plus avec mon coach, j'ai des choses à traiter au-delà de ce que je peux faire avec mon coach, mes conseils, et j'ai besoin d'avoir une communauté de dirigeants, donc Jérémy en fait partie par exemple, j'ai besoin d'une communauté de dirigeants où on se retrouve tous les trimestres et on bosse et j'amène mon cas. Donc mon cas, ça va être à qui je transmets mon entreprise, ça va être j'ai recruté, alors les cas très courants en ce moment, j'ai une Dream Team qui n'est plus une Dream Team parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter à la transformation qu'on demande. J'ai une équipe commerciale qui vend du service depuis 20 ans, on leur demande de vendre des solutions. Comment on passe là? Qu'est-ce que je dis au patron de cette division qui n'y arrive pas? Comment j'accompagne ça? Donc, parmi tout ce que disait Jérémy, pour moi, la communication de ces dirigeants, et entre nous, on a une communication tête, cœur, trip. Donc, on peut avoir une communication intellectuelle, on a des communications émotionnelles, et puis on a une communication qui est dans un endroit de vérité en nous, et où on dépose nos fragilités entre nous, ou notre toute-puissance, parce qu'on a aussi peur parfois de notre puissance, on dépose ça entre nous pour être des hommes meilleurs et pour développer un leadership beaucoup plus humaniste, fait d'exigence et de bienveillance, avec quelque chose en plus, moi, que je regarde toujours quand je recrute, c'est le regard. Souvenez-vous du professeur que vous avez préféré dans votre vie,
quels étaient ses traits de personnalité. Il y avait souvent de l'exigence, il y avait beaucoup de bienveillance. Les profs qui vous ont saboté une matière avaient souvent un regard qui dévisageait, et ceux qui vous ont boosté et fait adorer une matière avaient souvent le regard qui envisage. Et pour moi, recruter des patrons, j'étais patron de zone, enfin patron de pays, puis après patron de zone, mais toute ma carrière, ça a été de développer du business dans beaucoup de pays et de développer des hommes et des femmes, bien sûr. Et quand moi, ce que je regarde, c'est voilà, est-ce qu'au fond du regard, la personne va envisager son équipe, est-ce qu'elle va avoir envie de développer son équipe et de se développer. La première question pour un leader aujourd'hui chez Telefonica, test de QI, de quotient intellectuel pour tous les leaders. C'est une Telefonica, c'est une société de télécommunications qui a décidé de devenir une digitalco. Donc c'est très différent d'être une digitalco et une telco. Première question de QI. Avez-vous téléchargé une application le mois dernier? Donc si les leaders n'ont pas téléchargé une nouvelle application le mois dernier, c'est moins bon. Donc c'est de leur dire, chouette, vous avez Sciences Po, vous avez Polytechnique, vous avez une école de commerce, super, mais maintenant, on doit apprendre en permanence, être curieux, et c'est bien sûr des programmes qui sont faits par les équipes de DRH, mais c'est aussi une curiosité naturelle qui va permettre d'aller chercher son employabilité de demain. Donc moi je mets hard skills, soft skills, il faut les deux, et puis l'envie. L'envie. Aujourd'hui, la start-up, ça recrute sur l'envie aussi. Hein. C'est l'envie de rentrer dans un projet. Ouais, c'est-à-dire, par rapport à ça, je voulais juste dire, nous, par exemple, en Chine, aujourd'hui, nos plus grands concurrents en matière de collaborateurs, en fait, ce sont les start-up et Internet en Chine. Alors qu'avant, les gens en Chine, il y a 2 ans, ils n'allaient que dans les grosses sociétés chinoises qui leur assuraient prestige et avancement et carrière. Et donc, en fait, c'est parce que ces boîtes-là, elles leur font envie. Elles leur font envie et il y a du fun. Ça, je l'ai entendu dire par nos patrons chinois. Et ça va vite, hein. Et ils savent qu'ils vont pouvoir s'exprimer aussi. Donc ça, je pense aussi qu'on ne l'a pas abordé là, mais on a aussi quand même les mentalités des nouvelles générations aussi, on peut en dire ce qu'on veut, mais qui sont dans un monde aussi où ils ont un prisme qui est un peu différent, et ils sont très curieux de nature, souvent. Enfin, en tout cas, ce qu'on voit, nous, peut-être qu'on voit des jeunes qui sont particulièrement privilégiés, mais dans le monde entier, c'est un peu tous les mêmes. Ils sont curieux, ils ont envie d'apprendre, très envie d'apprendre. Très envie d'apprendre. Ils se moquent un peu des codes et des structures hiérarchiques, puisqu'en fait, pour eux, ils sont habitués aussi à trouver l'information très facilement. Donc, ils ne vont pas attendre que ça vienne du haut. Ils vont la chercher eux-mêmes. Et une envie aussi de contribuer à quelque chose qui a du sens. Donc ça, c'est des choses qui montent aussi. Alors, on peut le mettre dans les soft skills aussi, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion aussi, et je trouve une exigence, j'aime beaucoup ce mot-là par rapport aux leaders, de faire en sorte qu'ils mettent en place des styles de management ou des vocations de l'entreprise qui ont du sens et qui ne sont pas simplement là pour cracher de la charge ou du profit. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, en fait. Alors, qui veut réagir, poser une question là, parce que sinon, ils sont partis jusqu'à minuit tous les deux. Hein, ils sont très, très passionnés, donc c'est génial. Hein. Oui, allez-y. Je vais poser un peu la question bateau, c'est et quid des gens qui sont en place? Vous en faites quoi? C'est une très bonne question. C'est tout l'enjeu en fait des transformations. C'est pas embarquer simplement une élite, hein, mais c'est faire en sorte que tout le monde se transforme. Et donc c'est ça l'équation. Quand je disais que nous on était freinés par notre transformation culturelle par les leaders, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire si les leaders déjà ils comprennent pas la direction, s'ils se l'appliquent pas. Là, par exemple, j'ai réagi par rapport à Telefonica. Nous, on dit monde digital. Donc, on nous demande aussi de montrer l'exemple, c'est-à-dire de nous appliquer dans nos modes de fonctionnement, à travailler avec des outils digitaux, à essayer d'être présent sur les réseaux sociaux, mais être à l'aise avec l'approche digitale. Et donc, bon, je vais vous parler des RH, mais les RH, c'est dans une transformation qui a démarré il y a 5 ans là-dessus. Et on doit être pilote. Moi, mon patron, que DRH du groupe, il me dit Marie, on montre l'exemple. Donc, dès qu'il y a un nouveau truc, on le teste. Mais c'est aussi une question de crédibilité. Et moi, qui ne suis pas de la génération des plus jeunes et des millennials, c'est un effort.
C'est un effort, mais je pense d'abord que c'est possible. Donc, ça montre aussi qu'il y a des connexions dans le cerveau. Je ne suis pas une spécialiste, mais apparemment, il y a la plasticité. Jérémy est parti. Il y a de la plasticité qui fait qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir apprendre. Ce n'est pas vrai. Je pense que si on s'entraîne... C'est vrai qu'une des grandes découvertes qu'on a eues, c'est que jusqu'il y a encore 10 ans, on pensait qu'à 25 ans, le cerveau déclinait. Et on a vécu là-dessus quand même pendant un siècle. Et depuis 3 ans, on s'est rendu compte que non. En fait, que c'était très lié à la capacité d'apprenance et que c'était un muscle. Et vous voyez du coup les évolutions sur la mémoire, sur les maladies de type parkinsoniantes. On se rend compte qu'il faut le stimuler et que dans ces cas-là, le cerveau peut être infini. Donc c'est rassurant. Ça explique Jean d'Ormesson, par exemple. Sinon, on ne comprend pas s'il décline depuis 25 ans. Il a l'air un peu plus malin à 85 qu'à 25. Et donc ça, c'est des éléments intéressants. Et l'une des découvertes récentes aussi qu'on a faites, c'est que le cerveau droit et gauche n'existe pas. Vous savez, les émotions d'un côté, le cognitif de l'autre, que finalement, c'est pas que, bien sûr, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche, mais que finalement, quand on avait une émotion, il y avait un passage entre les deux et que c'était pas localisable à un endroit qui dit, tiens, ça... C'est l'endroit où il y a les pulsions de mort, c'est l'endroit du désir, c'est l'endroit de la stimulation intellectuelle. Et donc avec les neurosciences et les évolutions qu'on a, notamment grâce à l'intelligence artificielle et la data, on est en train de remettre comme en cause énormément de présupposés qu'on avait sur le cerveau. Donc c'est aussi une bonne nouvelle parce que par rapport à la remarque de Jérémy, sur les 3 leviers, le fait de pouvoir le faire, d'avoir les ressources pour le faire, dans un scénario, le cerveau décline à 25 ans, on était tous condamnés finalement. Dans une hypothèse où ça dépend que de nous et de notre capacité à aller le stimuler, mais par contre ça dépend aussi des organisations et des leaders de créer pas de l'apprenance, mais des entreprises apprenantes, des situations de travail apprenantes où on développe son cerveau en travaillant. Et ça nous renvoie sur le fameux débat. Bon, il y a des tâches effectivement qui sont prises en main par la machine, mais qui étaient des tâches finalement peut-être parfois ennuyeuses, répétitives et qui nous stimulaient peu. Et là, l'histoire n'est pas écrite pour le coup. Quelqu'un d'autre veut poser question, réagir ? Merci. Ma question est toujours classique. Les personnes qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est difficile, oui, de passer de l'état de manager vers l'état de leadership. J'ai 34 ans d'expérience dans le secteur énergétique et la résistance de passer de ce stade de manager au stade de leadership est réellement difficile. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sessions de formation en coaching continues ou peut-être un lavage de cerveau, entre guillemets? Gilles, tu veux commencer? Moi, j'ai des idées assez précises là-dessus, mais je pense que toi aussi. Moi, je crois, et également pour vous répondre, je crois qu'il est important de temps en temps de faire un arrêt sur image et de faire un qui je suis. Et le qui je suis, c'est à l'école, quand on nous oriente, on regarde les acquis scolaires, on regarde des notes, on regarde un peu un test psychologique, on passe 1 heure avec un enfant, on lui dit tu vas faire ça. On n'a à aucun moment demandé quelles étaient ses envies, quels étaient ses talents. Qu'est-ce qui est à la maison, enfin on le sait tous, à la maison, quelle est la personne qui organise toujours les fêtes de famille? C'est souvent la personne qui est la plus débordée, c'est souvent la personne qui a le plus de cœur, qui a le plus d'amour pour les autres. Voilà, bon, il y a quand même des choses à détecter. Et moi, j'encourage tout le monde et tous ceux qui savent pas, parce que moi, il y a des tas de gens qui viennent me voir en disant je perds mon boulot, qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus, ma boîte c'est nul, j'entends parler des entreprises libérées, il y en a plein à EVH, donc pourquoi? Comment je fais pour y rentrer? Je leur dis mais d'abord actualise quoi. Tu as envie de faire quoi? Et pour moi, c'est le drame français. Moi, j'ai travaillé en France que depuis 5 ans. Hein. J'ai fait que de l'international. C'est vrai que la façon dont vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils font d'eux-mêmes aussi? La première chose, c'est qui suis-je? Et aujourd'hui, en France, il y a un organisme qui s'appelle PRH qui fait qui suis-je selon vos revenus. Donc, même mes enfants l'ont fait parce qu'il y a des moments où ils ne savaient pas trop où aller. Voilà. Et on actualise, c'est des questions. Alors, ça dure 4 jours. C'est des questions et on ressort en sachant tête, cœur, trip, où est-ce que j'en suis? Et corps, où est-ce que j'en suis au niveau de mes différentes instances ou de mes différentes intelligences? Parce qu'il y a l'intelligence du cerveau, mais moi je mets d'autres intelligences à d'autres endroits. Bon. Après ça, la personne peut se prendre en charge, l'entreprise peut aider. Mais dans un monde qui va changer, où tellement de boulots vont être différents,
pour moi, c'est ça la première question. C'est pas qu'est-ce que la DRH ou l'entreprise a envie que vous fassiez, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment on vous y aide. Et donc, on part de là. On a quand même une singularité particulière, chacun d'entre nous. On est tous différents. Et on est tous nés avec des potentiels différents. Et pour moi, un beau chêne un petit chêne doit devenir un grand chêne, et pas devenir un érable ou un bouleau, s'il doit être un grand chêne. Donc, passer de manager à leader, passer de commercial service à commercial à vendeur de solutions ou à co-construire des solutions, il y a un accompagnement qui peut se faire, mais est-ce que la personne en a envie? Voilà, donc je crois qu'il faut beaucoup commencer par les envies. Toujours le vouloir. Moi, j'ai vu une chasseuse de tête l'autre jour, sur Startup, tout est fait sur l'envie. Et elle fait bouger ses équipes sans aucune hard skills. C'est-à-dire, il y a le directeur commercial qui passe au marketing. J'y connais rien. Ouais, mais c'est mon rêve. Allez, t'y vas. On y va. Et c'est vrai qu'on est souvent miné par un diplôme, la croyance que parce qu'on a un diplôme, on connaît. Et nous, dans la transformation qui a été faite chez Sodexo et à laquelle j'ai contribué, donc, qui est une entreprise de super-héros, de patrons qui sont dans le monde entier, qui géraient tout, c'est devenu une entreprise multidimensionnelle. D'ailleurs, on s'est inspiré de Schneider pour savoir comment faire. La première chose à changer, il y avait 2 choses à changer chez nos leaders, et c'est des leaders. Comment je passe de sachant à apprenant, et ça, c'est un sacré switch pour beaucoup de gens. Je suis un sachant, mais maintenant qu'on va travailler en équipe, projet et autres, à certains moments, je dois être celui qui va apprendre. Et puis la deuxième, c'est comment je passe de victime à acteur, même chez des leaders. C'est nul, on fait une transformation, mais pourquoi? Oui, mais mets-toi dedans, mets-toi en acteur. C'est vrai que c'est plus facile quand on pilote une entreprise. Moi, ce que j'ai fait, on a tous les leviers de commande, sauf l'audit interne et l'IT, qui est décidé par le groupe, à dire maintenant, il va y avoir des couches, il va falloir travailler avec d'autres. Ça s'apprend. Et comme l'a fait Telefonica, alors vous pouvez aussi compléter ça par le sens que vous donnez à votre vie. Et est-ce que c'est aligné avec le sens de l'entreprise, ce qu'a dit Marie? Et si c'est pas ça, vous changez de boîte et vous allez faire un autre métier. Marie, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir. Nous, on en est arrivé au point où on a lancé un programme pour nos leaders, c'est Free Up Your Energy. Alors, ça veut dire libérer l'énergie parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était plus assez créatifs et que nos leaders, ils pensaient plus suffisamment. Ils apprenaient pas assez aussi. Donc, en fait, on a des réflexions, ça ne peut vous paraître des slogans, mais pas du tout. En fait, c'est très ancré parce que c'est un problème aujourd'hui où on est dans une telle vitesse, une telle accélération que si on veut rester à la pointe de notre technologie et de nos marchés, il faut qu'on ait des leaders intelligents, en fait. Et que donc, ils ne passent pas leur temps en querelle interne, en process, en reporting, en victime, mais qui se prennent en main pour aussi apporter des nouvelles idées, penser différemment, aller chercher l'information à l'extérieur, se rapprocher de leurs clients et de leurs collaborateurs. Ça, c'est le grand truc aussi chez nous de nouveau. Ce qui existait historiquement chez Schneider, mais vu la taille que ça a pris, et qu'on travaille aussi beaucoup à distance, nous. C'est-à-dire qu'on a... Moi, j'ai mes patrons ne sont pas en France depuis longtemps. Et donc, on a des gens qui sont un peu perturbés. C'est comment on mobilise les équipes, comment on les développe et comment on se réintéresse. Je suis beaucoup intéressée sur ce concept de bienveillance et je rajouterais comment on fait confiance. Je ne sais pas ce que vous vivez dans vos entreprises, mais on a l'impression parfois qu'on gère non pas des êtres humains, mais des espèces d'animaux ou des je sais pas quoi. Non, des robots. Des robots. Et on ne fait plus confiance a priori. On contrôle tellement que les gens se sentent impuissants et du coup ça paralyse. Parce que pour votre question, comment on passe de manager à leader, il faut déjà avoir confiance en soi. Il faut bien sûr se connaître, et là je suis 100% d'accord, connaître ses leviers, ses désirs, y voir clair. Mais aussi il faut à un moment donné se prendre en main et se dire j'y vais en fait. Et je m'autorise. Donc nous on en est arrivé à se dire autorisez-vous, libérez l'énergie. Ce qui est compliqué dans les groupes, vous avez des reportings dans tous les sens, mais on sait que pour nous c'est une condition de survie. Et je voudrais réinsister aussi sur la notion d'apprendre. Moi, je suis fascinée, travaillant à l'international, il y a des cultures où pour eux, c'est évident. Je veux dire, vous allez en Chine, vous allez en Inde, ils ont une soif d'apprendre, ils ne se posent pas la question. Donc, ils sont très curieux parce qu'ils ont envie de manger le monde, ils sont en croissance. Comment on recrée aussi
dans nos équipes. Et en France, en plus, on a quand même cette conception très académique qu'une fois qu'on est sorti de l'école, on n'a plus besoin de continuer à apprendre. Ce qui est totalement faux, en fait. Donc, comment on recrée cette envie, cet appétit? Et dans les nouvelles technologies, par exemple, puisqu'on en avait parlé tous les deux, Michel, c'est aussi, par exemple, nous, on est en train de lancer une approche qui est de dire, au lieu de forcer les gens à apprendre, que les sachants leur disent « je sais ce qui est bon pour toi », c'est que chacun se prenne en main en disant « voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, de quoi j'ai besoin dans mon métier et qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir ». Et donc, on est en train d'expérimenter une solution digitale, je vais dire, avec un logiciel qui s'appelle Edcast, une plateforme qui permet à partir de son téléphone mobile, vous pouvez accéder à des TED Talks, à des conférences, lire des articles, aller à des MOOC ou simplement suivre des e-learning. Mais c'est vous qui choisissez. On ne vous l'impose pas. Et ça crée une vraie différence. C'est-à-dire, comme vous pouvez le faire quand vous voulez, vous choisissez ce que vous avez à en faire, ça crée cet appétit d'apprendre et cette curiosité. Je voudrais compléter. Moi, je ne crois plus du tout à la différence manager-leader. Si on regarde froidement ce qu'est un manager, on est manager par statut. On a un pouvoir qui est plutôt lié à un lien de subordination et carotte-bâton, si on devait résumer. Et quand on voit les évolutions sociétales, on définit les objectifs de ces équipes. J'ai quand même le sentiment qu'il y aura toujours du management, mais un manager leader. C'est-à-dire qu'on ne dira pas niveau 1, vous êtes carotte-bâton, vous êtes nommé par statut, et puis à 40 ans, quand vous êtes grand, quand vous avez la maturité, tout d'un coup, vous allez devenir inspirant, vous allez devenir exaltant, vous allez passionner, donner envie, ainsi de suite. Je pense que, alors peut-être que c'est un rêve doux, que les machines peuvent nous permettre de nous exonérer du leadership, et pas du leadership, du reporting et de tout un ensemble de process de nature administrative, mais en fait, ce qu'on appelle un leader, c'est qu'on l'est quand on est reconnu par les autres, qu'on n'a pas besoin d'un pouvoir hiérarchique pour l'être, qu'on a plutôt une influence relationnelle qu'une influence liée au pouvoir, et qu'on est plus finalement dans une capacité à entraîner les autres ou à les faire grandir qu'à les diriger. Je pense que ça, c'est le seul manager qui survivra demain. Après, par contre, vous avez dit un vrai sujet sur lequel aussi se plante le gouvernement depuis longtemps, qui est qu'on ne devient pas acteur du jour au lendemain. Il y a des gens qui le sont naturellement. Steve Jobs parlait des pirates organisationnels. Aujourd'hui en France, on dit les corsaires, les corporate hackers. C'est des gens qui sont déjà tout ce qu'on dit, en fait. Voire même qui ont beaucoup d'avance. Voire même qui considèrent que dans leur vie personnelle, ils sont beaucoup plus inspirés, originaux, singuliers que dans leur autre emprise. Et eux, effectivement, on est plutôt dans une logique de les laisser vivre leur vie et de les encourager à s'exprimer. Après, il y a la deuxième catégorie qui est ce qu'on appelle la marine royale. C'est la grande flotte de la multinationale avec... qui ont des problèmes pour basculer dans une évolution digitale, pour plein de raisons, hein, aussi parce qu'on ne leur a pas donné les moyens. Et là, on est effectivement dans la possibilité, eux, de les accompagner en libérant des énergies, ainsi de suite. Et puis ensuite, on a les radeaux de la Méduse. On les estime quand même à 25% de la population active française. Les larguer, les déconnecter, sers-toi de ton smartphone, mais il ne sait même pas ce que c'est, il n'en a jamais eu. On en voit sur des chantiers, on en voit quel que soit le niveau, hein. Dans ce qu'on appelle les passagers clandestins, les planqués, il y en a plein qui ont réussi à s'extraire de tout un ensemble de choses, donc qui sont officiellement incompétents. Et cela, c'est vraiment les prendre par la main, réinitier de la confiance, surinvestir sur eux. Les boîtes devraient peut-être, pas une critique pour Marie, mais inverser leur budget en mettant 3 fois plus pour eux, en disant ceux tout en haut, on laisse vivre leur vie, et puis par contre, ceux du milieu, il faut les convaincre. Dernière remarque, il y a, faut pas qu'on soit bisounours, il y a les organisations dans lesquelles on a ce type de discours-là, mais on sait très bien que si on agit, si on devient un corsaire, on sera sanctionné. C'est le monde de l'injonction paradoxale. Vas-y, prends des initiatives, mais on sait très bien qu'en fait c'est faux et que le gars, dès la moindre erreur, vous met à mort et ainsi de suite. Ça serait du coup très suicidaire de vous conseiller de vous libérer, d'oser dans ce type d'environnement. Il faut être malin. Malin, c'est parfois réaliser ces transformations hors de l'entreprise. On parle aujourd'hui du salarié hors les murs, du manager hors les murs, du DRH hors les murs. Vous êtes tous hors les murs aujourd'hui. Là, ce soir, vous avez pris quand même, c'est l'été. Il n'a pas fait beau depuis longtemps. Il fait chaud. Vous êtes venus de 18h à 20h, si vous aviez sans doute plus à faire. Mais ça, l'OCDE nous dit que ça devrait être 20% de notre temps hebdomadaire. Se nourrir, apprendre. Vous voyez que le CPF, même version 2018, est très très loin de se dire qu'on devrait
20% dans la semaine, se nourrir, grandir, explorer, cultiver. Et on a des collègues des RH qui sont dans le programme qui, quand on dit se nourrir, c'est aller s'investir dans une association, c'est rencontrer des réfugiés, c'est faire de l'art, c'est faire de la chorale et ainsi de suite. C'est assez étonnant de se dire que dans ce monde-là, il y a une forme de revanche. Il y a la revanche des sciences humaines, il y a la revanche des arts, il y a la revanche de la philo, qui pendant 30 ans finalement était d'une certaine manière cadenassée par la gestion, par le process et par le monde de la raison. Et aujourd'hui, c'est ces compétences-là, c'est génial pour Sciences Po d'ailleurs, par rapport au programme de sociaux, à l'esprit critique et les éléments, mais on en revient presque à un programme de... moi je le dis toujours, le modèle d'éducation des Grecs, mais alors pour les Grecs, 1% non esclaves. C'était le problème quand même de cette société-là. Donc un homme finalement, effectivement transdisciplinaire, aussi à l'aise dans l'esprit que dans le corps, et tu l'as très, très bien dit. Mais on part très loin là, hein, mais c'est pour montrer qu'on est en train de bouger. Par contre, tant que c'est pas officiel, il faut être malin. D'où le terme corsaire, corporate hacker. On le fait dans certains endroits, on est prudent, on teste, on remet un pied en avant, on n'y va pas tête baissée. Ou alors on change d'entreprise et on va dans des environnements comme des dirigeants de VH qui le tolèrent totalement, et bon, là on est dans un autre cadre. Par contre, il faut être acteur, ça c'est vrai. Tu vois, c'est les soft skills, il faut à la fois les lire. Excusez-moi, et je suis encore très... Alors, Yves nous dit comment le développement digital et l'intelligence artificielle influencent-ils sur le recrutement soft skills, hard skills? Alors, peut-être pour toi d'abord, Marie, est-ce que vous avez intégré, tu en as un peu parlé des solutions digitales, et puis quid de l'IA? Est-ce que ça fait déjà partie de vos sujets? Est-ce que ça impacte déjà vos process, vos méthodes de recrutement? Oui, alors c'est pas que dans le recrutement. Nous, on met de la smart. On a des usines smart aussi. Donc, on met de l'intelligence artificielle dans nos usines. On le met dans nos façons de faire nos produits. On le met aussi dans nos façons de travailler, dans les ressources humaines. Concrètement, nous, on a des centres de services partagés. On travaille notamment sur le transactionnel, en fait, donc tout ce qui est contrat, etc. On sait très bien qu'on automatise de plus en plus. Et on sait très bien que ces métiers-là ne seront plus, vont disparaître, en fait, puisque maintenant, vous pouvez repérer des mots, etc., et aller les chercher, et vous n'avez plus besoin, pour remplir un nom dans un formulaire, d'avoir quelqu'un qui le fasse manuellement. Donc ça existe. Ça existe. Et donc, alors, ce qui est compliqué, pour revenir à votre question, c'est comment on accompagne ça, parce que c'est très anxiogène. En même temps, ça crée d'autres besoins, en fait. Ça peut libérer des jobs et ça crée d'autres besoins, mais qui ne sont pas avec les mêmes compétences. Et je pense qu'un de ces enjeux, c'est les passerelles, comment on transforme des gens qui ne savaient pas travailler différemment, je dirais, sur des métiers plus technologiques, en quelque sorte. En fait, il faut une culture technologique, un petit minimum. Donc, oui, dans les outils, bon, c'est... Par exemple, on va lancer quelque chose que nous, chez nous, on fait beaucoup de mobilité interne. C'est 90% ou même 95% des jobs sont pourvus en interne, pas de la mobilité interne. Ça marche pas très bien, en gros. Donc ça se fait de façon informelle, ça se fait, voilà. On se dit aujourd'hui qu'avec la technologie, on se dit que les tendances aussi, c'est de libérer le marché interne. Alors, on a essayé à 5 ans. Moi, j'étais aussi à la tête des talents. On a essayé de faire quelque chose. Ça a été un flop total. Parce qu'on a mis des comités de mobilité avec des gens intelligents qui étaient des leaders et des RH qui devaient le faire, mais ça ne marchait pas parce qu'on est trop complexe. Donc maintenant, on se dit, avec la technologie, on peut aussi avoir des plateformes qui permettent effectivement de matcher des compétences et des besoins avec des profils. Et donc ça, c'est ce qu'on voudrait essayer de faire. Et nous, on voudrait que nos collaborateurs deviennent acteurs encore plus que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que s'ils ne se prennent pas en main en ayant des informations qu'on leur met à disposition, et s'ils comprennent les métiers, s'ils comprennent ce qui est requis, pourquoi on veut absolument décider pour eux. Alors ça, c'est culturellement... je veux dire, on va le lancer. Il y a de fortes résistances, parce que, y compris des RH, qui disent « Ouais, mais bon, ma valeur ajoutée, c'était moi quand même d'aller chercher machin que je connais. » Dans le recrutement aussi, on est en train de dire aux RH « Prenez de la distance. Est-ce que ça a du sens de faire 50 000 entretiens, donc on peut en faire jusqu'à 10 chez nous, que vous soyez absolument dans la boucle, alors que si, à l'origine, le manager se met en direct avec les profils qu'il peut aller trouver, quelle est votre valeur ajoutée ?» Donc ça, c'est le plan.
Donc on sait que les outils nous le permettent, on veut le travailler là-dessus, on n'y est pas encore complètement. Mais on veut aller dans ce sens-là, parce qu'on pense que si on ne fait pas ça, on ne va pas arriver à garder les gens et on va aussi être trop sclérosé et passer à côté de beaucoup de compétences que nous ne connaissons pas. Ça aussi, c'est ce qui est merveilleux avec le digital, je trouve. Moi, je ne suis pas complètement fanat parce que j'ai du mal, comme tous ceux de ma génération, enfin pas tous ceux en tout cas, bon, moi je le reconnais humblement. Mais quand même, ça vous permet de découvrir, par exemple, des nouveaux talents. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très actifs dans les communautés internes, on a des espèces de réseaux sociaux internes, vous avez des gens qui émergent et auxquels vous n'aviez jamais pensé, mais qui sont extrêmement moteurs pour apporter des idées, pour trouver le contact à tel endroit à l'autre bout du monde qui va résoudre un problème. Et ça, je trouve que c'est aussi fantastique dans la mesure où ça donne aussi des opportunités à des gens qu'on ne soupçonnait pas de progresser, de se faire connaître. Okay. Juste, Gilles, il y a encore d'autres questions, mais ça te fait peur, toi, l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence humaine? Et est-ce que tu fais partie des technophobes qui prédisent 50% de métiers disruptés par l'intelligence artificielle? On a une question ici juste après. Non, moi, en tant qu'utilisateur, pour moi, c'est le mot-clé, c'est la complémentarité. C'est comment l'intelligence artificielle m'aide, mais c'est moi qui décide. Je vous donne un exemple de Waze. Il y en a sans doute beaucoup d'entre vous qui utilisent Waze. Mais je suis désolé, moi, quand j'arrive dans une rue et que je vois un camion poubelle, même si Waze me dit d'y aller, j'y vais pas. Par contre, sur le reste du chemin, il va m'avoir aidé. Donc pour moi, c'est complémentaire. C'est vrai que certains jours, quand je suis dans le métro, la ligne 9, là où le gars qui conduit, il accélère, il freine, on est comme ça, je rêve d'avoir une ligne automatique, quoi. Et c'est vrai que moi, je classe souvent, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais je classe quelqu'un qui fait très bien son métier en numéro 1. Mais derrière, je mets le robot, et après, je mets la personne qui fait mal son job et qui m'énerve parce qu'on fait la queue, parce qu'il veut pas faire, il vous sert mal, voilà. Donc il y a des moments où c'est automatique. Donc pour moi, c'est une complémentarité. C'est vrai que ça simplifie des tâches, ça fait gagner du temps. Je ne pense pas que ce sera notre génération, mais ce sera celle de nos enfants qui en profitera. Je pense qu'il travaillera 20 heures par semaine, puisqu'il y aura quand même beaucoup de choses seront automatisées. Voilà, moi je considère ça comme un plus. Après, bon, c'est peut-être un autre débat, mais il y a le débat du transhumanisme et voilà, faut pas faire n'importe quoi. Et je préfère encore mourir dans les bras d'un être humain que dans les bras d'une machine, quoi. Mais voilà, donc moi je suis attentif, curieux. Je suis très preneur de beaucoup d'applications qui me simplifient la vie. Qui est schumpeterien, c'est-à-dire destruction créatrice. L'IA va, au final, même s'il peut y avoir une phase plus ou moins brutale, créer plus d'emplois qu'elle va en détruire. Levez la main. C'est un exercice d'inclusion à la Jérémy, beaucoup moins sympathique et rigolo, mais d'accord. Et qui pense, ça ne changera rien, stock nul en gros, hein, au milieu, et qui pense que ça va en détruire plus que ça va en créer, et que, par exemple, version Gilles, du coup... c'est même plus les 32 heures, c'est les 20 heures avec peut-être un investissement, etc. Ok, c'est intéressant de voir ça. Vous aviez une autre question? Allez-y. Et je rajoute une chose, c'est que pour moi, l'être humain, on est tous d'accord dans notre association, l'être humain, le dirigeant, il a l'intuition. Et l'intuition, voilà, le temps que le robot il l'est, je pense que... Voilà. Et quand on sait bien s'en servir, en validant par des faits derrière, voilà, on a encore de l'avance. Oui, allez-y, monsieur, allez-y. Merci. Ma première observation est pour madame, par rapport à l'intervention de madame Lézy. Vous avez parlé un peu de la transition en manager, leadership, et le rôle de la ressource humaine ou du responsable des ressources humaines. Mais j'aurais bien aimé savoir par rapport à quel niveau ça se passe. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre les pays développés, les pays en transition économique et les pays les moins développés. Ça se passe différemment. C'est un peu mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'est que même dans les pays développés, si la résistance émane du DRH lui-même, ça c'est la galère. Donc est-ce que vraiment il faut commencer par, encore une fois, laver le cerveau du DRH avant de commencer des actions au sein de l'entreprise? Ma deuxième question... Ah non, il y en a... Non, bah non.
Non, sinon, alors là, l'une des grandes leçons du monde digital, c'est qu'il faut partager la parole. Mais c'était déjà pas mal, hein, vous avez déjà eu le droit de... Vas-y, Marie. Oui, nous on parle des nouvelles économies et des pays matures, c'est pas forcément les mêmes enjeux, mais on se transforme tous quand même. Alors je dirais que dans les pays émergents, nous on les appelle ça nouvelles économies, ils vont plus vite que nous même. Parce qu'ils n'ont même pas à faire des étapes transitoires de la révolution industrielle, le machin, ils vont directement au digital. Nous, les solutions les plus, je l'ai abordé un petit peu, mais les plus avancées d'un point de vue digital, c'est la Chine aujourd'hui. Et ils font des robots, ils font tout. Hein. Ils payent tous avec leur téléphone dans leur vie quotidienne. Ils ont accès à leur salaire sur leur mobile. Voilà, donc. Et puis, ils n'ont pas non plus culturellement la version que l'on a avec la machine. Donc, ils ne raisonnent pas du tout pareil. Ils sont dans un monde, pour eux, exponentiel. Ils ne raisonnent pas étriqués, je ne sais pas comment dire, ou limités. Ils pensent qu'on peut repousser les frontières du possible. Donc, nous, dans des entreprises comme les nôtres, c'est tout le monde qui doit bouger. On n'oppose pas les nouvelles économies ou les pays émergents avec les pays matures. C'est qu'en fait, il faut arriver à se transformer tous à la vitesse qui est la meilleure, mais pour rester dans la course, en fait. Alors après, on peut se dire, oui, tout ça, c'est la course au profit, mais enfin, bon, si vous ne dégagez pas de l'argent, si vous ne faites pas de la valeur, si vous ne pouvez pas investir, nous, par exemple, un enjeu, c'est de rester autonome, notre entreprise, et ne pas être racheté. Donc, il faut que, parce qu'il y a aujourd'hui, vous avez dû entendre parler des grands groupes qui se font démanteler parce qu'ils ont des activistes qui prennent le pouvoir et qui les obligent à se couper en morceaux, en fait. Nous, on ne veut pas ça chez Schneider. On veut garder, pourtant on n'est pas une entreprise familiale, mais on voudrait garder, parce qu'on croit profondément qu'on peut impacter sur un certain nombre de sujets sur l'énergie, on veut garder notre autonomie. Donc pour ça, il faut faire de la croissance, il faut faire du profit pour pouvoir investir et aussi rétribuer nos actionnaires pour qu'ils croient en nous. Voilà. Donc mais moi, je n'opposerai pas les anciens et les modernes, les pays émergents. En revanche, il y a des différences culturelles aussi qu'il faut savoir intégrer. Et c'est une question de dosage et d'apprentissage. Après, quand vous disiez les RH, mais c'est toutes les fonctions qui doivent bouger. Et moi, quand je vous dis humblement, moi, le digital, le truc de toujours faire avec les nouveaux outils, ça a été un effort, mais c'est possible et je suis contente de le faire. Je crois que ce n'est pas les RH en premier. C'est que si on veut piloter, il faut qu'on soit exemplaire, puisque l'une des preuves est de la démonstration par l'action et pas par le discours. Donc c'est plutôt s'imposer à soi-même ce qu'on demande aux autres, parce que sinon il y aura un déphasage assez important. Alors il commence à se faire tard, etc. Mais il y a des questions par là-bas. Et en courant, alors du coup, désolé. C'est dur la vie de porteur de micro. Alors on parle beaucoup de développer les soft skills, c'est une excellente chose, je pense qu'on est tous d'accord ici. Est-ce que, et on voit fleurir énormément de formations aux soft skills, est-ce que là on n'est pas victime de ce que Jérémy appelait une inhibition cognitive? Est-ce qu'on forme aux soft skills comme on forme aux hard skills? Enfin, j'ai une réponse, mais je préfère que vous me la donniez. Ok, mais on va prendre toutes les questions en même temps, comme ça, allez-y, et puis on répondra. Oui, juste, c'est peut-être plus une remarque. On évoquait dans la question, donc l'expertise métier serait-elle devenue inutile? On a beaucoup parlé du digital. Je voudrais revenir sur d'autres types d'expertise, qui sont par exemple des techniciens nucléaires, ou des personnes qui ont des expertises plutôt réglementaires, juridiques, même des choses peut-être plus basiques comme on évoquait la Sodexo, peut-être la restauration, etc. Tout ça, ce sont des expertises métiers. La question que je me pose, c'est que cette expertise-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait en réalité et comment on leur permet d'évoluer? Alors effectivement, on parle énormément comme un effet de mode de l'intelligence artificielle, du digital, mais il y a aussi des métiers beaucoup plus simples. Et ces questions-là, elles se posent aussi pour peut-être un chef de rang en restauration, etc. Et du coup, l'approche qu'on peut en avoir, est-ce qu'elle est vraiment la même en termes de soft skills? Ok. Il y avait une autre question là-haut. 2 autres questions. Et puis après, comme ça, vous les notez. Puis... Bonjour. Moi, j'ai une question. Alors, par rapport aux soft skills, l'expertise métier, comment on fait pour la vendre, pour vendre ses soft skills et son expertise métier auprès des RH, mais de plus en plus auprès d'un robot qui va lire le CV et la lettre de motivation avant de la transmettre justement au RH. Ok. Et puis il y a une question par là aussi. Tout même qui veut faire le tour de la salle. Non, c'est pas une vie.
Non, quand on dit que le digital mène à la paupérisation de certains métiers, là, c'est visible. Bonjour. Bonjour. En connexion avec la question du monsieur aux cheveux gris. Ça, c'est très... C'est de l'humour. Voilà. Est-ce que c'est une compétence, alors, du coup? On parle effectivement de formation, mais moi, je voudrais qu'on aille aussi plus loin, c'est-à-dire quelle est la connexion des entreprises avec le monde éducatif, la préparation des futures générations, quelle pression, enfin, au bon sens du terme, peut mettre le monde de l'entreprise sur comment former ces personnes sur ce qui devient essentiel pour pouvoir vivre demain et vivre en entreprise et être performant. Alors, vous avez noté toutes les questions? Oui. Ok. Alors, Marie, Gilles, au choix, par l'ordre que vous préférez. Tu veux aller sur la première, non? Peut-être. Oui. Ouais, vas-y. Alors, sur la formation aux soft skills, donc je pense que c'est... En fait, c'est comment créer une habitude. Donc c'est plutôt... Enfin, nous, l'approche que l'on a, c'est plutôt de se dire, comme c'est un changement profond en général, on ne peut pas l'imposer, ça ne se décrète pas. Et ça ne s'apprend pas forcément sur les bancs d'une école ou de façon académique. Donc il faut faire vivre là le cœur, les tripes, le cerveau, il faut que tout fonctionne. Donc il faut expérimenter par soi-même. Donc nous, c'est l'approche que l'on a. Par exemple, on veut que nos managers ils soient capables de travailler plus en donnant des feedbacks constructifs. Je suis très concrète là-dessus, volontairement. Donc on a imaginé des formations assez courtes où on les fait travailler en groupe, de façon dynamique, de façon aussi ludique. Et on leur donne des moyens entre eux de trouver des solutions et l'envie de continuer et d'apprendre et de pratiquer. Donc moi je pense que les soft skills, c'est beaucoup d'entraînement, de pratique. C'est comme un sport. C'est-à-dire si vous voulez apprendre de plus en plus à être en relation avec les autres, c'est comment concrètement dans la vie de tous les jours vous le faites. Et c'est pas que de la formation encore au sens je reçois un enseignement, c'est qu'est-ce que je fais dans mon expérience pour le mettre en pratique. À quoi je suis exposée? Est-ce que je peux rencontrer des gens aussi qui sont des modèles dont je vais m'inspirer? Donc c'est à la fois, on parle de l'éducation, c'est la partie plus académique, mais il y a aussi l'expérience et l'exposition. Et donc plus on expérimente, pour moi les soft skills, bon, je parle de conviction personnelle, puis aussi pour avoir quand même un peu regardé le sujet dans notre entreprise ailleurs, plus on expérimente, plus ça s'ancre, plus on répète, plus ça devient une habitude, donc ce n'est plus un effort, donc ça rentre dans notre façon de faire. Tu veux compléter, Gilles, là-dessus? Oui, juste pour compléter, parce que c'est vrai qu'on pose toujours la question comment on forme, mais c'est comment on développe ces soft skills. Donc Marie a répondu en effet à la partie formation ou la partie mise en relation avec des personnes qui peuvent aider. Moi, je crois beaucoup au coaching, au mentoring, je crois au co-développement, même sur les soft skills, mais trouver dans l'entreprise les champions, ceux qui vivent vraiment cette soft skills, et qu'ils aident les autres, tout simplement. Mais ça part, encore une fois, je pense, de la connaissance de soi. Savoir, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur talent, ou qui connaissent que un ou deux de leurs talents, et donc déjà faire le diagnostic pour soi. C'est vrai que c'est peu fait en entreprise de faire un check complet. On peut faire des check-up médicaux, mais on ne fait pas un check-up régulier de qui on est vraiment, quelles sont les appétences, les envies, et ensuite trouver les modèles. Vous savez, vous parliez de leadership tout à l'heure. Moi, les leaders qui m'ont le plus inspiré, c'est plus Mandela et Luther King, parce qu'ils avaient un soft skills qu'ils étaient uniques à avoir et que certains leaders ont, mais que les managers n'ont pas, c'est cette capacité à penser qu'ils peuvent changer le monde. Moi, Marc, sur ta question, je suis plus sur, alors plutôt en tant qu'ingénieur pédagogique, on développe les hard skills et les soft skills en exposant les gens à plus d'expériences d'apprentissage possible. Donc il doit y avoir de la répétition, mais par exemple, il n'y a pas de panacée universelle dans les méthodes pédagogiques qui proclamerait qu'au XXe siècle, la bonne méthode, c'est l'amphi descendant, et qu'il suffirait de faire de la pédagogie inversée, par exemple, de faire d'abord apprendre la personne par elle-même, puis venir en cours pour échanger avec elle, et que tout d'un coup, ça marcherait mieux.
Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire du MOOC, du digital learning, du hackathon, du design thinking, s'exposer. Et plus finalement, on va utiliser des dispositifs pédagogiques de nature différente, plus on va faire le tour des compétences en question et pouvoir les vivre de manière concrète. Et c'est très déstabilisant, hein, parce que de se dire qu'il y a plus de recettes, le bon manager, la bonne méthode pédagogique, la bonne façon de faire, mais que plutôt c'est dans la diversité des expositions qu'on arrive à un moment à se transformer et à fixer quelque chose. La deuxième... Oui, j'ai trouvé une étude qui est hyper intéressante, et on peut aussi motiver par l'argent. J'ai trouvé l'étude, les 6 soft skills, qui, lorsque vous êtes jeune diplômé, 5 ans plus tard, vous font gagner un salaire plus élevé que celui qui ne les a pas. Elles sont intéressantes, celles-là. Donc, si vous les dites aux jeunes, tiens, si tu as ça, tu risques de gagner plus d'argent, je vais vous les donner. Je vais les donner, mais on revient toujours sur les mêmes. Hein. C'est la persévérance, la capacité de décision et le côté déterminé aussi. Quelqu'un de déterminé, l'estime de soi. Et l'estime de soi, elle se construit pour moi en ayant des réussites et en les acceptant, et que les autres voient qu'on a des réussites et dans le regard de l'autre aussi. La sociabilité, on va plutôt promouvoir les gens qui sont sociables, hein, et la capacité de prise de risque. Okay. Sur la deuxième question, qui a énormément de métiers réglementés, qui a énormément de métiers dont on ne parlait pas, vous voulez réagir tous les deux ? Moi, d'abord, il y a de la place pour tous. Tout le monde ne fait pas du digital. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est une tendance très forte aujourd'hui qui réunit tout le monde. C'est l'expérience employée, l'expérience utilisateur, l'expérience client. C'est-à-dire que de plus en plus dans les entreprises aussi, on cherche à ce que, pas que dans les entreprises, les gens veulent vivre la même chose que ce qu'ils vivent à l'extérieur. Et on se rend compte aussi que si on ne fait pas quelque chose qui sert à la fin... Le client, l'utilisateur ou en tant qu'employé, si on ne se sent pas bien dans ce qu'on fait, on n'arrive pas à se développer en fait. Et donc dans les métiers basiques, c'est demander aussi ça, c'est de rechercher du sens sur son métier et le faire le mieux possible. Donc nous, on a des gens dans les usines, ils sont opérateurs, on ne leur demande pas de faire de la créativité et d'être disrupteurs, enfin d'inventer le monde de demain. En revanche, il y a beaucoup de travail qui sont faits dans les usines sur l'engagement, sur... qu'est-ce que chacun à son niveau, en quoi je peux contribuer à améliorer la chaîne, enfin rien de nouveau, hein, c'est les méthodes de lean manufacturing, de SPS, tout ce que vous voulez, mais on est beaucoup sur comment chacun peut contribuer à son niveau en donnant le meilleur de lui-même dans sa façon de faire son métier, son expertise. On peut être juriste, à l'image de l'artisan presque, de la belle œuvre. Hein. C'est la recherche de la qualité, de l'excellence, je dirais, qui, quel que soit le niveau, doit pouvoir être valorisé. L'un de nos grands défis pédagogiques, et ça fait le lien avec la question qui a été posée pour nos enfants, c'est que c'est vrai que la seconde révolution industrielle a fonctionné de manière assez simple. On a ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire qu'on a pris un gros problème et puis on l'a décomposé en petits problèmes qu'on a silotés. Et puis après, on remonte les petits problèmes et les résolutions pour faire un tout. Que le XXIe siècle nous pousse à penser de manière transdisciplinaire avec de l'intelligence collective et non silotée dès le début. Le deuxième, et vous avez tous connu ça dans les équipes, on a effectivement processé les démarches qualité, en cela ont été extraordinaires pendant 20 ans, mais ça s'avère catastrophique au tel point que finalement, on a fait d'un homme un robot. En gros, on lui a appris, les call centers sont du nouveau taylorisme, il y a énormément de métiers finalement où on demande aux personnes de suivre une procédure A, B, C, D, le degré d'initiative est de nature quasiment zéro, etc. Alors si on met de côté les centrales nucléaires, où là effectivement la créativité et l'initiative peut mener à la mort de milliers d'individus, donc il faut savoir doser. Et ça, c'est des vrais sujets. Hein. Tout comme le télétravail ne s'applique pas aux gens de la RATP qui font de la maintenance sur les bus en bout de chaîne. Ils ne peuvent pas le faire de chez eux pour l'instant, en attendant l'usine peut-être du futur. Là-dessus, on voit que ce qu'on demande aux gens, mais c'est fou, hein, c'est en fait de redevenir des êtres humains. Oui. De retravailler, mais quel que soit le niveau. C'est pour ça que les études d'ailleurs de McKinsey, Deloitte et autres sont beaucoup moins inquiètes pour les coiffeurs, par exemple, que pour les avocats. Ou pour le promeneur de chiens
qui peut être un métier très bien rémunéré à New York, dans certains quartiers, mais que pour le commissaire aux comptes. Surtout avec les réformes Macron, on augmente les seuils et donc ils perdent 50% du business presque de manière automatique. Mais à contrario, tous ces métiers-là, s'ils se déplacent, c'est vrai aussi pour le médecin ou pour plein d'autres, de l'expertise procédurale, où on ne peut pas faire match avec une machine qui processe des milliards d'informations en un millième de seconde et en faisant des corrélations qu'on ne fera jamais. Mais si on réinvestit tout ce temps-là dans la relation, la coopération, l'écoute, le service, le beau geste, on a de l'avenir tous en tant qu'êtres humains dans le monde du travail. Par contre, ça pose le sujet, est-ce qu'on est capable d'aller des compétences de nature assez traditionnelles, procédurales, intellectuelles, mathématiques, même si on en aura toujours besoin, vers des compétences humaines. Et c'est là où finalement on a presque le moins bien progressé depuis très longtemps, voire c'est là où on a régressé. Moi, je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais les grands-parents et les parents, le monde du travail, pourtant c'était sous Taylor, c'était l'usine, c'était dur, c'était plus de 40 heures, parfois c'était 50 heures, 60 heures, mais ils trouvaient ça sympathique. C'est fou. Parce que le degré de liberté, le degré d'initiative et complexité, ainsi de suite. Donc on a, même si les challenges sont beaucoup plus exigeants, même s'il y a beaucoup plus d'options, etc., déshumaniser nos organisations, et je pense que c'est le message de VH, en fait, en gros. Alors si on sait faire ça, la machine nous rejoindra peut-être un jour sur la dimension de l'intuition, le sentiment, mais sans doute dans 20, 50, 60, 90 ans, un siècle. Donc si on est capable de faire ça, c'est extraordinaire. Par contre, on doit tous, du coup, se réinventer, retravailler nos qualités d'empathie, d'esprit critique, de compréhension, de convivialité, quel que soit le métier. Quel que soit le métier. Les études de l'ordre des experts comptables est pessimiste sur le comptable, hyper bon sur le chiffre, mais très mauvais dans la capacité à instaurer un climat de confiance avec un patron de PME qui vient le voir comme le médecin allait voir, comme le patient allait voir son médecin, comme une personne de sa famille et lui confier tout dans la version du médecin il y a 50 ans. A contrario, l'expert comptable qui est déchargé qu'on disait, de la saisie, de l'analyse du logiciel et qui travaille, qui comprend, qui écoute, qui fait vivre une expérience à son patron de PME qui le rassure et qui l'aide, celui-là n'est pas challengé du tout par l'intelligence artificielle. Donc on doit tous monter en gamme sur ces dimensions. C'est vrai aussi du coup pour le prof et pour l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de notre système éducatif? La question avait l'air d'être plutôt sur les enfants, là. L'école, jusqu'au bac, quoi. Moi, je trouve, personnellement, quand je vois des on va enfants, bientôt arrêter, hein, des enfants jusqu'à 5-6 ans et toutes les qualités qu'ils ont jusqu'à 5-6 ans et que ça se perd ensuite, moi, je trouve ça terrible. Enfin, on a l'impression qu'on stérilise, en fait. On a des enfants qui sont vivants, qui sentent les choses, mais on est tous responsables, parce que surtout en France, la première chose qu'on fait, qu'est-ce que fait un enfant qui rentre à la maison en France? La première chose qu'il fait, avant de dire bonjour à sa maman, c'est: j'ai mon carnet de notes, il faut absolument que tu me signes, sinon je vais me faire engueuler. Deuxième chose, quand il donne le carnet de notes, souvent, par rapport aux États-Unis, c'est: mais pourquoi tu as cette note? Alors qu'aux États-Unis, c'est: hey, great, oh, you could do better. Donc voilà, il y a à changer les parents, enfin, pas à changer les parents, mais une certaine forme de relation à ses enfants. Si on est dans de la reproduction, hein, on reproduit. On travaille que sur les acquis scolaires, c'est complètement fou. On évalue des enfants sur des acquis scolaires, sur une capacité d'acquérir. Mais ce que disait Jérémy, je pense qu'on va dans des révolutions. L'autre jour, je voyais des autistes Asperger, mais ils sont ultra puissants aujourd'hui dans tout. On est venu sur Terre et c'est pour faire quoi? Plutôt que simplement se dire il faut absolument que j'ai un niveau de maths qui soit bon pour qu'à 18 ans, j'aille choisir les filières qui vont m'amener vers les grandes écoles. Donc, pour moi, c'est aider les jeunes à comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent, écouter leurs envies, ouvrir le panel. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger, en Pologne, donc il y avait des panels extraordinaires artistiques à côté. Moi, mes enfants sont devenus des artistes. Donc des panels, ouvrir des panels de la musique, de la peinture, mais c'est merveilleux.
plutôt qu'à 50 ans se dire « Merde, je suis passé à côté de ma vie, c'est ça que j'aurais dû faire, et il me faut une journée ou une semaine de développement personnel ou avec un coach pour me rendre compte que j'ai pas fait la vie que j'aurais voulu avoir. » Donc pour moi, il y a un métier que j'adorerais voir, moi, c'est le métier de conseiller d'orientation professionnelle, humanisant. Il faut rajouter le H, sinon il existe déjà. Hein, et que chacun aille vers ce qu'il a. Donc au niveau de l'école, pour moi, il faut beaucoup plus travailler sur l'envie. Et puis on inverse. Regardez une cour de récréation. Qu'est-ce qui se passe dans une cour de récréation? Les enfants, en moins de 10 secondes, s'organisent des jeux, et tout est auto-organisé. C'est ce qu'on veut faire dans nos boîtes aujourd'hui. Hein. C'est gérer ça entre nous. En moins de 10 secondes, tout est fait. Et puis après, ils rentrent en classe pour écouter quelqu'un qui va leur parler. Alors maintenant, ça change. Hein. Mais eux, ils aimeraient être sur leur portable et dire « Tiens, on va challenger, on va co-construire quelque chose, on veut voir des films, on veut voir... Voilà, donc ça va évoluer. Évidemment, ça sera toutes les écoles expérimentales, il y en a partout. Moi, il y a des écoles extraordinaires. À Paris, il y a la Living School. Enfin, il y a des écoles vraiment topissimes pour développer... Mais hors système tradit, mais aussi. Mais ça coûte cher, quoi. Et ben voilà, donc du coup... Donc c'est du privé... Moi, je rajouterais juste, quand on voit arriver après dans les entreprises, ce qui fait la différence, c'est pas l'école que vous avez faite. C'est pas la tête bien faite. Hein. C'est vraiment la capacité que vous avez à prendre des décisions, exactement les critères qui ont été évoqués, le côté déterminé, la prise de risque. Donc, moi, ce que je regrette, c'est que dans le système éducatif, on ne pousse pas cela aussi. C'est toute la partie de l'expression, le débat. J'ai le droit de penser différemment. En France, on a tendance un peu il faut rentrer dans le moule. Donc les enfants qui sont un peu différents sont considérés comme pas de très bons élèves, turbulents, ou on les met dans les voies de garage, comme on dit. On ne valorise pas le manuel, on ne valorise pas le sport. L'école du sport, c'est aussi un fantastique moyen d'apprendre à gérer des équipes, à se dépasser, etc. Donc voilà. Donc je pense que ça bouge, mais ça ne bouge pas très vite. Et quand on compare avec d'autres systèmes éducatifs, voilà, on peut se dire que c'est un peu dommage. Après, j'ai juste un point sur qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer. Je crois que, voilà, Sciences Po, par exemple, moi j'ai fait partie de l'executive master RH qu'on a refondu. Ils sont allés chercher des gens des entreprises et on a essayé d'influencer autant qu'on pourrait le monde académique pour faire passer une autre façon de former au RH. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des passerelles avec le monde universitaire et c'est pas aussi fermé que c'était dans le passé. Et il y a des formations management dans les écoles d'ingénieurs. Enfin, il y a quand même une plus grande porosité entre le monde académique et le monde des entreprises. Mais il faut aussi que les entreprises aillent vers le monde académique. Pas tout il faut répondre juste à la dernière question de monsieur qui était là tout en haut, et puis après on va clôturer. Je vais répondre, celle-là elle m'a beaucoup plu. C'est comment on vend son expertise de soft skills au RH et aux robots. Alors, je commencerai par les robots. Les robots, ils ont été programmés par des humains. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte, par exemple, dans les logiciels qui font du matching, profiling, tout ce que vous voulez, il y a des biais. Comme ceux qui font les algorithmes sont en majorité des hommes, plutôt issus des États-Unis ou autres, etc., ils ont des biais. Donc, en fait, dans la façon de poser les questions ou de choisir à travers le tri des mots qui va être entretenu, ça va défavoriser les femmes, par exemple, ou les minorités, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que même dans la façon dont on conçoit les robots, on a des biais qui se reproduisent, finalement, qui sont des choix humains. Donc ça ne change pas, même si, j'ai entendu dire qu'il y a une société dont je tairai le nom, américaine, qui fait de la reconnaissance faciale, et qui donc élimine des jeunes qui sortent des universités, ils en éliminent 50% aujourd'hui, par reconnaissance faciale. C'est la psychomorphologie dans les recrutements dans les années 70. On le faisait exactement. Avec la numérologie, la graphologie. Donc ça revient, etc. Donc ça, des choses comme ça, ça fait un peu froid dans le dos. Mais je crois qu'il faut déjà, moi je suis complètement en phase sur le fait qu'il faut d'abord se connaître soi-même. Ceux qui réussissent le mieux en entretien, c'est généralement des gens qui se connaissent eux-mêmes. On en a ras-le-bol de voir des clones. Oui. Enfin, je veux dire, vous sortez des écoles, ils vous disent tous la même chose. Alors, vous avez le profil ingénieur qui est stéréotypé, vous avez le profil école de commerce qui est stéréotypé. Ceux de l'université, ils sont moins à l'aise. Ça passe vendre. Bon. Mais bon, je dis, je caricature à peine. C'est vrai. C'est vrai, ils n'ont pas de cours de prise de parole en public. C'est fondamental d'apprendre à se connaître, déjà, de croire un minimum à ce qu'on a fait, de valoriser aussi ses expériences extra-scolaires, universitaires, de dire je fais de la musique ou moi j'ai fait des voyages. Moi, je regarde ce qui... Je vous dis, chez nous, il faut être international. Donc,
Ceux qui ont fait des voyages, déjà je les interroge là-dessus, ou ceux qui ont fait un cursus à l'étranger, on va plutôt regarder. Voilà, il faut aussi travailler sur soi pour être le plus authentique possible et pas simplement servir la soupe qui est attendue. C'est le conseil que je vous donnerai, que ce soit un robot ou un RH. Merci à tous.